Et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Alors, est-ce que ça fonctionne? Nos amis de la technique, est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Ah, très bien. Alors, on va faire... Ouh, une erreur s'est produite, on va faire comme si ça fonctionnait, hein. Est-ce que ça marche? Il y a un chat, il y a des gens. Il y a des gens? Ouais. Et ça a l'air de marcher. Bon, alors, parce que moi j'ai rien. Alors, Riley, tu vas être en charge du chat parce que moi... Non. Je ne vois absolument rien. Okay. Alors, reprenons un peu notre conducteur. Déjà, bonsoir à tous. Si ça marche. Bonsoir à tous. On est très content de vous retrouver. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Voilà, je me présente, je suis Sartman. Bienvenue dans ce Pourquoi Buffy c'est génial numéro 16. Avec moi, il y a bien sûr l'incomparable Clément. Salut Clément. Salut. Et Riley. Comment ça va Riley? Ça va. Et avec nous, salut Sartman. Une invitée exceptionnelle, Yael. Comment ça va Yael? Ça va très bien. Super. Alors on va commencer par présenter notre invité. Il paraît que tu es fan de Buffy, c'est vrai ça? Il y a des fans de Buffy? Ouais, je pense que je peux, si en compétition, je pourrais peut-être gagner la médaille de bronze ou la médaille d'argent dans le genre fan de Buffy. Oui. Disons que mon niveau d'obsession est extrêmement avancé. C'est bon ça. Et j'ai une longue expérience. Et tu es donc aussi critique série. Oui. Et une phrase qui te décrit bien, c'est il paraît que tu parles de Joss Whedon au moins une fois par jour, c'est ça? Absolument, depuis 1998. Je parle de Joss Whedon une fois par jour. Très bien, c'est toujours important de parler de Joss Whedon. Je suis entièrement d'accord. Nous sommes en live, je vous invite à participer à l'émission, donc à parler sur le chat, hein, à donner votre avis sur ce qui se passe. Rappel du principe du podcast, nous mettons l'épisode en lecture, donc là à l'image, là vous avez une télé mais on va bientôt regarder l'épisode et donc on va les commenter en direct comme des commentaires audio, donner des anecdotes, des explications, des critiques, des infos sur Buffy à travers des commentaires audio pour mieux comprendre le show et l'apprécier. À sa juste valeur. Oui bien sûr Clément. C'est notre sacerdoce. C'est exactement, c'est notre sacerdoce. Nous sommes là pour ça. Donc a priori ça fonctionne. Voilà. Donc c'est parti. Eh bien je suis ravi. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, sur PodCloud, sur Podcast Addict et plein d'autres sites incroyables et aussi en vidéo sur YouTube. Je vous rappelle notre site pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com, tout attaché sans accent. Et pour nous envoyer des mails, pourquoibuffyc'estgénial@gmail.com, tout attaché sans accent. Est-ce que peut-être vous avez envie de faire des gros bisous? Oui, c'est maintenant. Alors je vais lancer le jingle des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a She bathes you? Nothing can defeat the penis! Ok, super. Super jingle, Mais j'adore. Très fier de mes jingles. Allons-y. Donc gros bisous, je vais commencer, donc j'ai plein de gros bisous à faire. Un gros bisou déjà à Julie qui nous suit beaucoup mais qui n'a pas pu être à Geekopolis il y a 3 semaines pour une sombre histoire de convention Vampire Diaries je crois, donc bon c'est une excuse qu'on accepte, hein. Donc gros bisous à Julie. Gros bisous également à Slayer, alors c'est que c'est un arrobase, hein, c'est de Twitter, @SlayerFrench qui sur Twitter nous retweet systématiquement, ça fait très plaisir et donc on lui fait un gros bisou, merci beaucoup à toi. Gros bisous aussi à Béa qui nous a envoyé un très gentil mail dans lequel elle nous donnait quelques conseils de terminologie, hein. Tu l'as vu ce mail Riley, hein? Et on aime recevoir des mails. Effectivement, oui, c'est vrai. Et donc nous on aime tellement de mails, tu sais, je ne sais plus. On est envahi de courriers de fans. C'est ça. Non mais nous on aime recevoir des mails, donc merci beaucoup Béa. Et enfin un gros bisou à Stuart6604 qui nous a mis 5 étoiles sur iTunes. C'est important, ouais. Riley, tu avais un gros bisou aussi toi? Oui, j'en ai même 2, figure-toi. On fait un gros bisou à Jean-Marc qui nous écoute sûrement ce soir. Et on fait un gros bisou surtout à Monsieur Pitou et Marilou qui sont sur le point d'avoir une descendance qui nous écoute. Oula! Que je connais depuis très longtemps. Un bébé quoi. Et sinon on parle de Geekopolis il me semble. Attends, je crois que Clément a des gros bisous, non? Oui, gros bisous à mon cousin, c'est son anniversaire là. Yael, est-ce que tu avais des gros bisous? Bah, il y a plein de gens à qui j'ai envie de faire des bisous quand je parle de Buffy, mais il y a en particulier mon twin David que j'ai rencontré par un après-midi d'été 2007 alors qu'il distribuait son flyer pour sa convention Buffy et qui a changé ma vie en me faisant participer à des conventions Buffy. Donc voilà, David, je t'embrasse. Et gros bisous. Alors là pas de jingle, on va faire un point Geekopolis parce que figurez-vous qu'il y a 3 semaines nous étions à Geekopolis, nous avons d'ailleurs enregistré là-bas un podcast en public
Alors, on vous fait un petit point vite fait pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, en gros, on avait un stand Buffy, un stand complètement Magnifique génial. stand. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu plein de gens pendant tout le week-end. Pendant tout le week-end, on était là. Ça n'a pas arrêté, ouais. Ça n'a pas arrêté. La preuve que les fans de Buffy sont toujours là, sont toujours présents. Et surtout que c'est une série qui parle toujours à tout le monde, parce que des gens venaient nous voir en disant « Ah, Buffy, j'ai adoré ça quand j'étais jeune » ou, Il y a Anaïs Montoya sur le chat qui nous a découvert à la conférence justement de Geekopolis. Ah oui, voilà, parce qu'on a fait une conférence aussi, en plus du podcast, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire ? On voulait dire que c'était déjà très cool de rencontrer des auditeurs, parce qu'il y avait aussi des gens qui nous connaissaient déjà et qu'on a pu rencontrer en vrai. Genre la team de Slayer Revival, par exemple. Ouais. Voilà, que c'était génial de les rencontrer en On vrai. fait un mini-cast très cool, faut aller sur le forum. Voilà, et d'ailleurs, si on en profite aussi, parce on a dit qu'on avait un stand incroyable, on fait un gros bisou à Nolwenn et David qui nous ont beaucoup aidé pour le stand. Carrément. Grand David bisou. qui est sur le chat. Je crois qu'il est sur le chat. Voilà, bon, c'était génial, très bonne expérience. Clément, ça s'est bien passé pour toi? Bah, impeccable. Impeccable, rien à redire. Rien à dire. C'était une expérience parfaite. Qu'est-ce qu'on voulait dire ? Oui, que le podcast en public, bon, c'était très cool parce que c'était une expérience très chouette. Des petits problèmes techniques, mais bon, faut pas nous en vouloir si vous l'écoutez, c'est pas le meilleur. Hein. On a eu des problèmes techniques, c'était un peu compliqué, donc on ne était nous pris en par vouliez le temps pas. à la fin, on nous faisait signe de sortir. On va essayer de s'améliorer par la suite. Est-ce qu'on a fait le tour du point Geekopolis ? Bah oui, non, Alors, gros merci à Geekopolis aussi. Ouais, gros bisous. Est-ce qu'on ferait pas une petite rubrique sondage ? Oui, rapidement. Mais alors très rapidement. C'est parti pour le jingle sondage. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage ? Pas du tout. Donc Riley, c'était quoi le sondage lancé lors du dernier numéro ? Dis-nous C'était un tout. sondage absolument génial qui a eu le plus de réponses depuis qu'on existe, donc c'est quand même. Mon Dieu, le premier sondage de l'histoire des sondages. Non, mais le premier sondage qui cartonne vraiment. En même temps, on a triché parce qu'il est resté plus longtemps que les autres. C'était un sondage sur le décor le plus emblématique de la série. Pour vous. Alors évidemment, c'est la bibliothèque qui a remporté ce sondage avec Bien 8 voix, évidemment. Évidemment, même si ça n'apparaît que dans 3 saisons. Mais oui, c'est génial, c'est c'est un décor qui n'est pas présent très longtemps, mais oui, qui a marqué tout le monde. Bien sûr. D'ailleurs, elle me manque dans toutes les Et autres juste saisons. après, c'était la maison de Buffy, qui est un lieu important du coup de la deuxième partie de Buffy. Qui apparaît dans les 7 saisons, du coup. Qui apparaît dans les 7 saisons. Mais que Tout à j'aime fait. pas. Ah, toi, t'aimes pas la maison de Buffy? J'aime tellement la bibliothèque. La bibliothèque est tellement belle. En fait, moi, chaque fois que je Mais il se revois passe les pas mêmes anciennes trucs, saisons. finalement, dans la maison. Ouais, mais chaque fois que je revois les anciennes saisons, de retrouver la bibliothèque, c'est un Bah tel ouais, plaisir. c'est C'est une meilleur, Madeleine c'est- de Proust, quoi. C'est la bibliothèque. C'est vrai. Non mais oui, en même temps la maison c'est une maison quoi, elle a rien de spécial, alors que la bibliothèque elle avait un Ça cachet, marque, elle le avait, début de la série. c'était Jace, c'était ce Après, il y a le bronze aussi qui Les est un livres. décor il est très très important, hein, c'est qui est arrivé le troisième. Le bronze, Le c'est bronze quand est pas mal, ouais, le bronze c'est vraiment pas mal. Un Enfin décor le qui reste bronze aussi avant toute la série. rénovation, hein, parce que la rénovation était un peu sale. Oui, hein. on avait parlé d'ailleurs dans un podcast On de la n'aime pas. rénovation, il me semble. On n'aime pas ça. Après la Magic Box et le cimetière. D'ailleurs, on nous a aussi fait remarquer qu'il y avait plusieurs cimetières. Oui, il y en a un certain nombre. Il y en a 12. Passons au vif du sujet. Non Alors oui, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Nous allons vous parler de l'épisode 3 de la saison 2 intitulé School Hard, donc titre en hommage au mythique film de John McTiernan, hein, Die Hard, que tout le monde connaît, car il reprend Qui vaguement... s'appelle Piège de cristal en Piège de français. cristal en français. C'est une histoire de prise d'otage dans un immeuble avec un flic qui n'est pas du tout là pour exercer son métier de flic mais qui va être obligé à cause des méchants terroristes. Et donc c'est exactement le thème de cet épisode de Buffy où des vampires attaquent le lycée de Sunnydale et nous avons une tueuse qui n'est pas censée exercer son rôle de tueuse ce soir-là, qui va être obligée de le faire. Et donc ça nous met aussi en parallèle School et Die Hard, School Hard. Mais si, c'est un des thèmes classiques de la série. L'école, c'est la mort. L'école c'est la mort, le lycée c'est la mort, School Faut pas aller à égale l'école. Die. Ils disent pas qu'il faut pas aller à l'école, ils disent juste que la Non. vie est dangereuse. Donc l'école étant la vie. Non, mais juste On que. transposait nos propres. Ce n'est pas une série. Ce n'est pas une Prenez pas série. le couteau comme ça, hier. Ce n'est pas une série qui encourage les gens Non. à ne pas aller à l'école ou Qui à dit- pas lire de livres. Je Mais- tiens juste à préciser. Ouais, carrément. Non, mais c'est bien de le préciser, ouais. Et c'est juste qu'il dit que l'école c'est dur en fait. C'est surtout ça. Mais et parce que c'est le théâtre de la vie. Et ça, c'est vrai que c'est une période pleine d'épreuves. Épisode écrit par David Greenwald sur une histoire de lui-même et de Joss Whedon. Épisode réalisé par John T. Kretschmer. C'est exactement ce que j'ai dit, Kretschmer. C'est Sure. quasiment ça. Greenwald, c'est le créateur de Grimm et de plein d'autres choses. Peut-être. Profite aussi. Alors peut-être vous pouvez nous en parler de David Greenwald.
Dites-nous. Sur Profit, bah non, bah oui, c'est une série en 11 épisodes. 8 épisodes. 8 d'accord. Et non, qui a été annulé, il est même pas diffusé entièrement d'ailleurs avec, comment il s'appelle l'acteur Pasdar? Non, Adrien Pasdar, ouais. C'est sur un mec qui le mec de Heroes. un anti-héros en fait. C'est l'American Psycho version série. Voilà, qui gravit les échelons de son entreprise en faisant des saloperies. Et qui dort dans une boîte en carton. Ouais, c'est ça, c'est un malade. Non, le truc c'est que alors David Greenwald, c'est donc en 96 il a fait Profit, qui a été adoré par la critique et qui a été jugé insoutenable par la chaîne et par les spectateurs. Non, si, c'est vrai. C'était ce n'est pas soutenable, on peut pas montrer ça à la télévision. Et du coup, qui a dû trouver autre chose à faire et qui a rencontré Joss Whedon et qui a bossé sur Buffy. Il est l'auteur du, selon moi, le pire épisode de Buffy, qui est Teacher's Pet, qui est l'épisode 4 de la saison 1. Il est aussi l'auteur de Reptile Boy, le truc avec le serpent dans l'épisode 5 de la saison 2, là. Mais il est aussi l'auteur... métaphores phalliques. Non, mais c'est rigolo, il est aussi l'auteur d'Angel, l'épisode 7 de la saison 1. Non, alors oui. Mais il est l'auteur de l'épisode 7 de la saison 1, l'épisode où on comprend le truc d'Angel. Il est auteur de 7 épisodes qui est remarquable. Et ensuite, il a co-créé Angel avec Whedon, où il a vraiment beaucoup participé au développement. C'est lui le showrunner de Angel ou pas? Mais je pense pas que c'était vraiment le showrunner d'Angel, mais il était très très impliqué, et notamment dès le développement. Mais d'ailleurs, la première version de Greenwald était une version très dark qui ressemblait plus à Profit. Dans le premier épisode, il était censé lécher le front d'une nana ensanglantée. Enfin, il se passait des trucs. Wolfram et Hart, l'ennemi d'Angel, s'est inspiré de Profit, de Grayson. Absolument. On a fait le tour de Monsieur Greenwald, hein, je crois. On a dit plein de choses. Non, le seul truc à savoir, c'est que Charisma Carpenter dit elle a dit à Comic-Con en 2012, quand elle est venue à Paris, elle a dit que Greenwald était entièrement responsable de Cordelia Chase, que si dans Angel elle était aussi développée, c'est parce que David Greenwald c'était Cordelia dans le corps d'un homme de 50 ans, ce que je trouve absolument fascinant comme concept. Et effectivement, quand c'est Greenwald qui écrit, Cordelia elle a des scènes importantes. Donc voilà, c'est l'ange gardien de Cordelia. Alors on fait un gros bisou à David Greenwald parce qu'on aime beaucoup effectivement Cordelia. Absolument. Gros bisou à Cordelia aussi. C'est un Charisma Carpenter. C'est toujours incroyable. Toujours. Donc l'épisode Schoolhard a été diffusé pour la première fois le 29 septembre 1997. Est-ce qu'on a un petit pitch? Oui, Clément, ce soir, je sais que tu voulais faire un pitch, mais du coup je le fais. Bon, je l'ai fait pour rien, tant pis. Non, mais tu pourrais laisser Clément faire le pitch, quoi. C'est vrai que... Bon, non, mais t'as pas l'habitude, peut-être. Ouais. Je te laisse. C'est toi le pro du pitch. D'accord. Elle est vraiment géniale, cette vanne, vraiment qu'on la fasse à chaque fois. Oui. Surtout quand Clément est là. J'ai préparé un petit pitch. Le principal Snyder force Buffy à organiser la réunion parents-prof du lycée. Donc ça, c'est... On comprend, pour Buffy, c'est la pire chose qui peut arriver. C'est pire que la nuit de la Saint-Valérien, qui est une nuit mythique pour les vampires, et en particulier pour le juste des justes, hein, donc, qui est le Big Bad pour l'instant de la saison 2, qui est le digne héritier du maître. Mais l'arrivée de Spike, un vampire pas comme les autres, va tout bouleverser. Bravo. Je pense pas que j'aurais fait mieux. Le sommaire, de quoi allons-nous parler? On va parler de Die Hard, bien évidemment, donc la référence de cet épisode. On va parler un petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu d'un personnage qui arrive, qui débarque dans la série dans cet épisode, qui s'appelle Spike. Vous connaissez Spike? Oui. Je crois que Yael... De mes rêves. Donc ouais, c'est un des gros personnages emblématiques de la série. Donc c'est le premier épisode où il apparaît, et oui, on peut dire ça, il est ultra présent, et on va parler donc de sa caractérisation et donc de la manière dont il est présenté dans cet épisode. On va parler de la double identité de Buffy, donc ça c'est un sujet qui revient constamment, des adultes qui ont toujours tort dans cette série. Et on va aussi parler d'autre chose, Yael, hein. Bah oui, moi je trouve que Schoolhard c'est le moment, en fait c'est le premier épisode de la saison 2 finalement, même si c'est pas le premier, parce que c'est le moment où on change de méchant radicalement, et où en fait la première phase de la série où les méchants étaient archaïques et des cauchemars et des monstres littéralement ressemblaient à des monstres, parlaient comme des monstres en vieil anglais poussiéreux, sont tout d'un coup remplacés par des gens comme Buffy, des pères, P-A-I qui parlent comme elle, font des blagues, regardent la télévision, et potentiellement, pour ceux qui ont vu la saison 2, il va y avoir Spike, mais il va y en avoir un autre qui va être un antagoniste dans cette saison, et qui sont clairement des gens avec qui elle a des rapports sociaux, pour ne rien dire de plus précis que ça. C'est ça, ouais, non mais oui, mais très bien. Donc pour moi c'est l'ouverture de la deuxième phase, et pour moi toute la série, une des raisons pour lesquelles c'est brillant, c'est que chaque saison
a une thématique différente et le méchant est toujours un écho à cette thématique, cette étape du roman d'apprentissage. Et là, l'étape, c'est les gens de mon âge, les rapports sociaux. Aussi, donc le méchant est comme elle, quoi. Ouais, donc on le rappelle, donc 3e épisode de la saison 2, on est au tout début de la saison 2, donc il faut jeter les bases de ce que va être cette saison. Donc, voilà. Vous êtes prêts? Je lance, je m'équipe de ma télécommande. Attention, 3, 2, 1... Taupe. J'ai lancé l'épisode, donc nous allons regarder ensemble l'épisode et le commenter, c'est complètement dingue. Donc c'est parti. Alors, le début de Buffy. Donc c'est la super intro qui heureusement a disparu après. Bah oui, c'était les premiers épisodes, fallait décrire ce que c'était. Non, parce que les images sont un peu crues et pas très très géniales. Et voilà. Et là premier on a plan Snyder. sympa sur Snyder avec son ombre qui le présente direct comme un bourreau. Et la caméra ensuite nous panote sur la Sheila, on sait pas encore mais elle s'appelle Sheila, et ensuite Buffy qui correspond à la réplique de Snyder sur qui est la plus turbulente du lycée. Et on voit que cette pauvre Buffy n'a rien demandé. Exactement. On voit tout de suite que c'est Sheila la rebelle, quoi. Mais clairement Snyder n'a aucune envie de lui laisser la chance de la rédemption, malgré ses tentatives très 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 lamentables de s'excuser de faire brûler un Buffy, bâtiment. Elle a peur de Snyder, elle a pas peur des démons, mais de Snyder là elle joue vraiment comme une ado, elle a peur du. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'il faut une référence à la fin du dernier épisode où justement donc en se battant contre le monstre de Frankenstein quarterback, vous vous rappelez, Daryl, elle a mis le feu à un ancien bâtiment du lycée, et du coup c'est ça que Snyder lui reproche. Donc c'est marrant parce qu'on vous a souvent parlé de la série qui passe du procédural au feuilletonnant. Et donc là c'est ça, on fait un lien déjà avec l'épisode précédent et on montre à Buffy que ce qu'elle fait, elle est pas finalement comme tous les super-héros, il y a des conséquences à ce qu'elle fait et des conséquences sur sa vie normale entre guillemets, et ça c'est intéressant de le montrer. On parle un peu de mise en scène aussi, parce que Buffy, qui d'habitude est l'héroïne en contre-plongée, face à Snyder, elle est en plongée et lui est en contre-plongée. Mais ouais, elle est toute petite, carrément. Absolument. Et c'est intéressant parce que c'est la première scène d'une série de scènes dans tout l'épisode où on lui fout la pression. Et là, c'est Snyder qui lui fout la pression au niveau lycée. On va voir qu'après, il y a plein d'autres scènes où d'autres gens lui foutent la pression de façon différente. Oui, après, il y aura sa mère, il y aura Giles, tout ça, quoi. Mais ce que j'adore là aussi, c'est que c'est le moment où elle dit que quand sa mère la regarde, elle voit une Sheila. Et ce qui montre aussi un des grandes thématiques de Buffy, c'est qu'elle est incomprise en fait. Oui. Elle le dit d'ailleurs, c'est injuste, je suis la tueuse, c'est injuste quoi. Moi j'ai une excuse, c'est quoi son excuse à elle, ouais. Exactement. Et donc là, les trois amis discutent et Xander va lâcher une phrase as long as nothing bad happens until then. Oui. Bon, tant que rien de mal n'arrive, bref. Ah oui. Et là, c'est une réplique classique donc des séries télé, même des films, voilà. Des films d'horreur notamment. Que quand quelqu'un le dit derrière quelque chose de pas cool arrive. Direct, ouais. Et voilà. Et vu qu'on est dans une série presque méta, une série dans laquelle les héros ont conscience d'être des héros, en gros, et bah tout de suite les deux filles lui font remarquer à Xander qu'il fallait pas dire ça. Quand quelqu'un dit ça, c'est là qu'arrivent des choses pas cool. Et effectivement, les filles en ont conscience. Vu que Xander a lâché ça, quelque chose de pas cool arrive. Et on y arrive. L'épisode commence vraiment. Bim. Sunnydale qui écrase avec la voiture, déjà. Ouais, c'est ça. Quelqu'un écrase Sunnydale, c'est ça. Et nous découvrons le plus grand personnage de la série. Carrément. Section Hero, bien sûr. Carrément. Qui effectivement, mais qui aussi surtout la mise en scène nous apprend tout de suite, c'est un personnage important, imposant, puissant. Et c'est un méchant. Avec la musique bien lourde. Je suis méchant. Voilà. Mais ça signe l'arrivée. Puis c'est un vampire, il a son visage vampire directement. Ouais, mais c'est un vampire moderne par rapport à ce qu'on avait avec le maître jusqu'à présent. Tout à fait, Clément. Il fume. Et on va le voir direct après, ouais, ça n'a rien à voir. Et puis il porte effectivement un blouson de cuir, et il a une bagnole. Une coupe de cheveux incroyable. Ah oui. Mais la grosse différence avec tous les autres méchants qu'on a vus jusqu'à présent, c'est laquelle c'est qu'il est cool et il est sexy en plus. Voilà, c'est la première fois qu'il y a un méchant, on dit peut-être pas mal d'être méchant. Alors sur le chat, dites-nous si vous trouvez que le maître était lui aussi cool et sexy, vous avez le droit de le dire. Letty nous dit que c'est une entrée incroyable. Cette entrée. Et Anaïs dit que c'est la classe. Bah oui. Bah ouais, c'est ça. Trop la classe. Donc là, générique début, il y a pas grand chose à dire sur le générique début. Peut-être Clément des choses à dire sur le générique début. Buffy. Plan Buffy. Il fallait le noter. Ton préféré Clément ou pas ce plan Buffy? Je voudrais que je fasse un top 3 plan Buffy préféré. C'est une très bonne idée. Donc là, ou un sondage. Alors priorité au direct, la première scène après le générique.
Première réplique, Master is dead, someone has to take his place. Le maître est mort, quelqu'un doit prendre sa place. Donc voilà, la thématique de l'épisode est donnée. Le maître est mort, quelqu'un doit prendre sa place. Donc on imagine que ça peut être la Naughty One, ça peut être le mec là qui est en train de parler. Mais il a l'air nul avec son vieux gilet tout moche et tout. Exactement. Il a l'air nul, ils sont ennuyeux, il parle. Il parle d'une cérémonie. Voilà, c'est chiant. C'est poussiéreux et tu te dis mais oh non, c'est encore des méchants chiants. Il va falloir que ça avance rapide. Mais non. Parce qu'il y a Spike qui arrive. Et voilà, bim. Et qui arrive et qui fait un lien entre la crucifixion, on appelle ça comme ça en français, la crucifixion et Woodstock. Génial. Et qui est une façon de dire, moi je suis du 20e siècle. Alors c'est drôle parce que maintenant on est au 21e, mais à l'époque c'était encore le 20e siècle. Non mais oui, Spike il dit aussi Who do you kill for fun around here? Who do you kill for fun around here? Je crois que j'avais oublié une lettre, j'avais oublié un mot je crois, mais en fait non c'est bon. Oui, tu viens à plusieurs. J'ai oublié la dernière lettre, mais c'est pas grave. Who do you kill for fun around here? On a besoin de petits cours. Laisse-moi. Non mais voilà, Spike demande, lui il est pour là, il est pour faire du fun, hein. C'est un méchant, on est d'accord, mais un méchant fun. Alors que les autres méchants n'étaient pas fun avant, ils étaient juste méchants. Donc c'est pour ça qu'il est plus Woodstock que crucifixion. D'ailleurs il appelle la Naughty One, il l'appelle la Naughty Guy. Il se moque des règles. Voilà, c'est un rebelle, rebelle. Attention, il est sur le point d'arriver le moment essentiel de caractérisation de Spike qui est, il est méchant et quelqu'un arrive. Et en plus, il est amoureux. Et là, tout d'un coup, regardez son visage. Première fois qu'on le voit en humain, ouais. Et il montre son vrai visage. Et tu dis, le mec, il avait 37 ans à l'époque, comment c'est possible? Ah oui, il avait 37 ans. Un truc comme ça, 62. Alors, la dernière fois. Avec Spike, c'est que là, il 35. Change de tout dans cette scène, quoi. Il devient. Alors là, on peut parler un petit peu de Drusilla. La dernière fois qu'on a vu Drusilla dans le podcast, Clément, tu nous avais dit que Juliette Ladon avait joué dans Ed Wood. Tu te rappelles de ça? Oui, je me rappelle, c'est ça. Ouais. T'étais là? Oui, j'étais là. Et bien, figure-toi que Joss l'avait adoré dans Ed Wood. Et justement, il l'a. Donc, Ed Wood, qui est un des meilleurs films, voire le meilleur film de Tim Burton. Non. Ouais. Si, bien sûr. Je suis pas d'accord. Si. Et Mars Attack. Mars Attack à l'autre jour. Et donc Joss. Non. Joss a proposé du coup le rôle de Drusilla. Les garçons, tenez-vous. À Juliette Landau après l'avoir vu dans Tim Burton. C'est vrai que Clément, tu es extrêmement dissipé aujourd'hui. Hein. T'es pas comme ça d'habitude. Attention justement, par rapport à ce truc-là. Oui, c'est n'importe quoi là. Donc il lui a offert le rôle à elle, mais lui, ils ont mis des mois et des mois à le trouver. Et dans la première audition qu'il a fait, ensemble, ils ont trouvé ce plan que vous venez de voir où ils tournent la tête. Ils sont sur le point de s'embrasser et finalement ils tournent la tête en même temps et ils l'ont fait en spontané improvisation et c'est le moment où ils ont dit ok on le prend lui, c'est sûr que c'est lui. La magie du casting, le coup de foudre. Sachant que l'autre anecdote c'est qu'apparemment les deux personnages trottaient dans la tête de Joss Whedon depuis 8 ans quand il a fini par les écrire. Ah oui. Donc il les avait imaginés longtemps avant. En fait c'était Sid and Nancy en vampire. Oui. Mais bien avant, et c'est ce qu'il avait dit à Juliette Landau, c'était ça fait 8 ans que je les ai dans la tête. C'est pour ça qu'ils sont aussi caractérisés. Et qu'ils sont aussi différents de ce qu'on voit d'habitude et non mais ouais, carrément. Et là l'autre truc, après j'arrête sur Spike. Mais là elle lui demande de tuer The Slayer. Elle lui dit tu l'as pour moi et c'est exactement ce qu'il ne fera pas et c'est exactement pour ça qu'elle va le quitter. Non mais c'est ça, c'est le moment là, c'est toute leur relation qui est dans cette scène là parce qu'en fait c'est exactement pour ça qu'elle va le quitter, c'est parce qu'il veut pas la tuer. Et il y a aussi une petite référence à Othello, hein. On sait l'amour que porte Joss Whedon pour Shakespeare et il dit I'll chop her into Mrs. Et c'est ce que dit alors je suis pas spécialiste Othello mais c'est ce que dit Othello à Iago. De Desdemone, ouais, Iago essaye de convaincre Othello de tuer sa meuf parce qu'il veut lui convaincre qu'elle est infidèle et c'est ce qu'il dit qu'il veut faire, voilà. Tout est déjà là, la future relation amour-haine de Spike et ça se termine par cette phrase de Spike qu'on a dépassée là, mais où il dit et shit off et il le dit avec sa petite légèreté qui est le ton de Spike aussi, qui est la raison pour laquelle on l'aime bien, c'est qu'il a tout le temps des petites réflexions comme ça. Et avec son accent british complètement fin, hein, bien sûr, parce qu'il est pas complètement du tout. Pas du tout. Il est pas du tout. Alors un bon anglais. Californien. Il est très bon. Il est très bon. Donc la priorité au direct, on est dans la chambre de Buffy et là je vais faire un parallèle entre Buffy et John McClane. Bien évidemment de Die Hard. Les deux sont le même combat, hein. Je vous rappelle que
que l'épisode fait beaucoup référence au film Die Hard. Et voilà, les deux galèrent dans leur vie privée. Hein. Si vous avez vu le film, vous le savez, John il galère avec sa femme, Buffy là elle galère avec sa maman. Et, Qui lui fout la pression. Mais voilà, et sa femme aussi, elle dit faut que tu déménages, sinon on va divorcer. Tout ça. Enfin, vous voyez Die Hard, c'est un très bon film. Et donc ils vont Comment tu le résumes. Ça donne vraiment envie de le revoir là. Ils vont être contraints tous les deux par la situation de montrer leur vrai visage en fait. C'est dans leur vie perso qui sont un peu nuls et qu'ils en chient. Et ils réussiront finalement à montrer à leurs proches qu'ils peuvent être incroyables, mais dans d'autres domaines, dans leur domaine professionnel. Et d'ailleurs Buffy le dit juste là, elle va le dire, I have a job. Elle a déjà un boulot, mais sa mère ne le sait pas, et sa mère ne sait pas à quel point c'est important. Tout comme John McClane, qui a son boulot, qui est de buter des terroristes, et quand ça... C'est son vrai boulot, il est flic. Bah, il fout des méchants en prison, c'est ce qu'il dit. Oui, bien sûr. Il dit buter. C'est ce qu'il dit. Non mais c'est un défenseur, c'est ça qu'il veut dire. C'est le protecteur. Bon, priorité au direct, nous sommes au lycée. Qu'est-ce qui se passe au lycée? Ils font de la peinture. Ils font de la peinture, très important de faire de la peinture. Parce que Buffy prépare donc la réunion parents-prof où il faut faire des banderoles. Donc. Bah oui, tu l'as jamais fait, Riley? C'est très américain ça aussi. Voilà, hein. C'est le délire des réunions parents-prof qui sont un événement et qu'il y a tout un truc où les lycéens sont impliqués dans les trucs. Et elle dit effectivement, elle fait ce qu'elle a reproché à Giles. C'est Alexander, ouais. C'est-à-dire qu'elle a dit non, mais je vais pouvoir étudier et faire la fête et rendre ma mère fière du moment que je n'ai pas à tuer des vampires. Mais et bien sûr, à ce moment-là, Giles qui arrive, qui lui parle direct de la nuit. Voilà, donc elle s'est fait elle-même. Elle s'est tiré une balle dans le pied. Exactement comme Xander l'avait fait au début de l'épisode. Et là, Giles, c'est ce qu'il fait dans les 2 premières saisons. Il est tout le temps là à revenir pour lui parler de son rôle, la recadrer par rapport à sa vie d'adolescente. Carrément, ouais. Alors qu'après, à partir de la saison 3, il accepte beaucoup plus que Buffy. C'est normal, il se fait virer. Ouais, non, mais pas au début de la saison 3, il accepte déjà. Et justement, c'est illogique qu'il se fasse virer finalement, parce que c'est dans la continuation de. L'acceptation qu'il a de laisser un peu Buffy techniquement c'est un meilleur Watcher une fois qu'il s'est fait virer. Exactement. Et puis c'est l'évolution du personnage de Buffy aussi qui fait que, en grandissant accepte sa mission et n'a plus besoin d'adultes pour le veiller sur elle vu qu'elle devient elle-même. Mais là on est en début de saison 3 quand même, faut rappeler un peu saison 2 saison 2 pardon, il faut placer tous les persos Tout à fait. Alors petit détail important qu'on n'a pas noté, mais vous avez vu sur la joue, Buffy elle a une petite marque de peinture. Vous avez vu, vous avez pas fait attention? Oui. Et exactement au même endroit que Spike a une petite traînée de sang, s'est fait griffer par Drusilla. Voilà. C'est pas fait exprès, je pense. Les deux, bien sûr, c'est évidemment fait exprès. Les deux personnages sont extrêmement connectés dès le début. On veut nous montrer que Spike et Buffy ont énormément de points communs. Et d'ailleurs, ils ont cette marque par tous les deux, ce qui est leur point faible. Drusilla fait la marque à Spike et Drusilla on verra par la suite que c'est son point faible à Spike et Buffy son point faible ça serait peut-être le lycée, ça serait sa vie normale et voilà c'est en faisant la réunion parents-prof. Oui bien sûr. C'est évident. Moi ça me paraît évident. Du coup on a raté le moment génial où on voit que Giles et Jenny sont vraiment pas doués pour la discrétion et qui se barrent de façon totalement ridicule. Et ils ont encore plus peur de Snyder que les ados hein. C'est ça qui est... Non et surtout ils ont aucune envie d'avoir ils gagnent de l'argent ils ont un salaire, il faut pas qu'ils se fassent virer non plus quoi. Mais bon, Sheila au moins est revenu. Le bronze. Oh là là, attention, mon groupe préféré, les Nickel, donc rien à voir avec Nickelback, hein, bien évidemment. Sander qui danse, il est génial. Buffy qui parle en français avec un accent dégueulasse, hein, on aime beaucoup. Mais c'est surtout les mots qui n'ont aucun sens. Les mots bah oui, elle est pas très douée pour les langues, la pauvre Buffy Summers. Non, je vais vous parler 2 minutes de Nickel, donc c'est un groupe de Los Angeles, hein, bon, qui n'aura pas fait une grande carrière. Leur seul fait de gloire, c'est leur apparition dans cette série, dans cet épisode de Buffy. Le leader Thomas McDermott par la suite fera un album solo en 2012. Bon, c'est pas la folie. Spike est là. Dans l'ombre. Spike est là et voilà c'est là que commence le morceau Stupid Things. Est-ce qu'ils sont Spike que Buffy il y a une Stupid Thing, pas plusieurs. Est-ce que là ils sentent que Buffy c'est la tueuse? Oui il le sait. Mais non ça c'est toi qui délire. Non mais il le sait. Alors le juste a montré une photo de Buffy. Non mais effectivement la question avant Facebook, comment est-ce que Spike a découvert à quoi ressemblait Buffy? On ne sait pas. Donc il la ressent. Mais c'est pas grave parce qu'il sait déjà que c'est elle et regarde parce que là il sait que c'est elle. Bah oui mais là il la regarde il se rend compte que c'est beaucoup plus. On est de son point de vue là avec le travelling.
et il vient la chercher chez elle dans son milieu, dans son univers d'adolescente. Ce qu'il va faire après. Pas dans son univers de tueuse. Rappelle-toi, Dracula quand il vient chercher la tueuse, il vient la chercher dans le cimetière. Lui, Dracula il est un peu nul quoi. Lui, Spike s'introduit dans l'univers adolescent de la jeune fille. Mais surtout, il est là. Ah, c'est ça la tueuse. Ah, mais en fait, elle est nettement plus mignonne. Voilà. Tu penses qu'il se dit ça direct? Tu penses qu'il se dit ça? Regarde comment il la regarde dès le début. Dès le début, c'est il la pas regarde. forcément mignonne. Il est surpris. Il s'attendait peut-être pas à cette personne. D'où je reviens à ma théorie qui ressemble il a dit mignonne, mais c'est pas le mot que j'avais en tête. Faut le dire sur le chat. J'avais en tête un mot nettement moins raffiné. Oui. Dis-le. Il y a personne. Elle danse très bien. Mais clairement bandante. Enfin, je suis désolée, c'est exactement ça qu'il voit quand il la regarde. Quoi. Il dit ah ouais d'accord. Et effectivement, ensuite il la teste et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un de ses sbires attaquer Buffy pour regarder comment. Le mec au gilet. Comment elle réagit et elle lui fait une grande blague où l'autre il dit Slayer et elle répond Slay. Et une fois de plus, elle a des fringues. Je ne comprendrai jamais qui a choisi ces fringues et pourquoi. Pourquoi ces couleurs? Pourquoi? Donc gros bisous à la costumière de Buffy. Ah non, mais on parle pas de ses costumes dans ce podcast. On parle pas, c'est... Ah non, mais c'est vrai. Alors par contre, le pull de Xander, il va trop bien. Parlant de Xander, il y a Aurélien qui dit que c'est la pire danse au bronze. Alors là, Xander qui fout le sac, c'est juste magique. Il sort le yo-yo. Yo-yo, c'est très important parce que c'est le yo-yo déjà qu'on avait vu dans l'épisode d'avant avec lequel il jouait. Parce que Buffy c'est une ado, donc elle a des jouets d'ado. Et il sort aussi un tampon parce que Buffy c'est une femme également. Et la sexualité, vous allez voir que c'est très important dans la série, dans la saison 2. Et elle sort enfin un pieu. Parce que Buffy c'est ça, c'est une ado, c'est une femme et c'est aussi une tueuse. Et bim. Le plan qu'on vient de voir de Xander, c'est un des plans où il est le plus beau dans toute la série. Ah carrément. Quand il lance le pieu. À la façon dont il lance le pieu, c'est merveilleux. Par contre le pantalon de Buffy, mais qu'est-ce qui s'est passé? Spike pourrait savoir déjà que Buffy est accompagnée de ses amis, c'est ça qui la différencie. Puisque sans Xander, le pieu n'arrive pas. Ne tue pas le vampire, donc le mec Spike aurait pu déjà deviner. Mais ce que j'aime bien, c'est que Buffy n'a pas du tout une réaction normale quand elle voit Spike. Elle a pas du tout la réaction qu'elle a d'habitude quand elle se bat contre quelqu'un, où elle dit t'es qui, toi. Elle est désarçonnée. Ah, mais... Elle est désarçonnée. Oui. Bon, se tient cette théorie sur Spike. Il y avait un gros souci de montage, il y a un plan qu'on a vu 2 fois le même plan, ça vous a pas dérangé alors? Non. Bon, bah tant mieux alors. C'était un plan où Buffy retournait la tête. C'était la fin de l'acte 1 ou c'est maintenant la fin de l'acte 1? Non, là c'est le début de l'acte 2. Non, le début de l'acte 2. Bah oui, parce que rappelle-toi, une des règles de ce podcast et de la série Buffy, c'est à la fin du premier acte, le méchant doit avoir été identifié et donc on finit l'acte 1 sur Spike. C'est ça. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on va découvrir encore une nouvelle facette de Spike qui est... C'est un séducteur. C'est plus qu'un séducteur, c'est quelqu'un qui sait parler aux femmes. Parce qu'il est cool et sexy. Non, en plus d'être cool et sexy, il sait parler aux femmes. Il lui dit, ils étaient pas assez bien pour toi. C'est des losers. Non mais franchement, voilà, c'est tout, il y a rien d'autre à dire. Ouais, il arrive à charmer la petite Sheila. Donc il a été bad boy, il a été amoureux, il a été chasseur, trouble-fête, prédateur, et maintenant il est séducteur. Mais il est beaucoup dans la séduction parce que pareil, quand il a vu le juste des justes, t'avais ce côté un peu séducteur, je vais tuer la... Oui, effectivement, il flirte avec tout le monde. Hein. De toute façon, il se vend bien. Il bouffe à tous les râteliers, il n'y a pas de problème. Vous avez remarqué qu'il appelait Buffy Love. Ouais, dès le début. Et qu'il lui a donné un rendez-vous. Bon, pour la tuer, mais il lui a donné un rendez-vous. Bien vu. C'est bon. Et là, on est dans la bibliothèque et Giles vient de dire que c'était un nom pas orthodoxe. En fait, il est pas dans les bouquins d'habitude. Ça prouve encore une fois que Spike est un peu différent. Il est pas dans les il est pas dans les règles, il est pas dans la norme. Il est pas dans les normes et donc il est pas dans les bouquins de Giles. Mais j'aime bien parce que cette scène est clairement utilisée pour les scénaristes pour montrer il faut avoir peur de Spike parce que clairement dès le début, on n'a pas trop peur de lui en fait. Non, c'est ça. Et donc cette scène sert vraiment à dire il est dangereux. Il est très dangereux. Non, et surtout, dès Willow dit vous vous rendez compte, c'est lui qui fait l'attaque. Ouh. Et ils sont tous là juste pour essayer d'encourager le spectateur à avoir peur. Bon courage. Mais et ensuite, donc maintenant c'est Angel qui fout la pression à Buffy parce qu'en gros c'est elle qui doit être plus claire dans leur relation si elle veut savoir. Et puis ça ancre. Tout le monde fait la pression. Angel vient d'annoncer ça fait de Spike une plus grosse menace quand même. Ouais, c'est pas juste un ennemi. D'ailleurs, c'est pas crédible du tout quand tu regardes la série après quand tu fais. Il ne savait pas encore que Spike allait rester. Oui, non, mais surtout, c'est rigolo. surtout que justement pour le faire rester, à chaque fois qu'il se battait contre Buffy, il se prenait une volée et puis il s'enfuyait comme un nul en fait. Et donc c'est Spike qui était jamais trop pris au sérieux quoi. Sauf dans ce premier épisode, effectivement. Donc là, chambre de Drusilla. Donc t'as des vampires au fond, au loin, qui font une espèce de prière pour la. Tu vois une télévision, très important. Voilà, une télévision, des poupées. Une vampire qui aime les poupées. Ça peut nous rappeler un peu aussi
Anne Rice, dont on parlera tout à l'heure. Ah oui, bah elle est un peu vampire Anne Rice. Elle est un peu ça c'est le plan qu'ils utilisent dans toutes les saisons suivantes pour montrer Drusilla. Bah oui, bah ça la caractérise quoi, c'est une enfant. Femme enfant un peu folle qui parle à ses poupées. Elle parle avec ses poupées. Et là, ça nous montre aussi une nouvelle facette de Spike, c'est Absolument. Il fait pas ça pour rien de venir à Sunnydale. Il est amoureux. Il est amoureux, c'est pour Drusilla qui fait ça pour qu'elle aille mieux. Puis même, regarde-le. Il est romantique. C'est tellement merveilleux la façon dont tu sais. Ah mon dieu. Il est fou amoureux, ouais. Et c'est une facette qu'on découvre. À chaque scène, on découvre un nouveau truc sur ce personnage, quoi. Ouais. Bon, après, il dit qu'ils vont tout brûler. Bah oui, pas oublier que c'est un. Ils viennent à se reposer, après ils vont. C'est des méchants, quoi. Bah oui. Mais regarde-moi ça quand même, ça donne pas envie d'être vampire quand tu regardes ça? Un peu quand même, non? Moi je préfère les Kinder. Mais ce que j'aime bien. Oui, c'est ça ce bruit qu'on entend! Je veux nous amener. Ce que j'aime bien, c'est la façon dont il parle de Sheila comme c'était un jambon suspendu à côté. Donc il n'y a pas de problème technique, hein, je dis ça pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est les bruits étranges, c'est du Kinder Pingui que mange Riley, hein, je tiens à le préciser. Donc oui, vu que c'est un petit ami super sympa, Spike, il a apporté à manger à sa pote Drusilla. Et ça c'est sympa. Et là il y a un truc qui aurait pu être très cool mais qui est pas totalement cool. Voilà, c'est le changement. C'est Drusilla qui devient dans le hors-champ qui se transforme en vampire. Alors ça aurait pu être une très bonne idée, sauf que Sheila a la mauvaise idée de changer de position, ce qui fait un faux raccord très bizarre. Mais l'idée est très bien de changer. J'adore les Scooby en train de préparer leur. Là, ça j'aime bien aussi. Le déco de Aurélien sur le chat. Ah mon dieu, regardez sa jupe, mais pourquoi tu portes ça, Buffy? Drusilla et Spike se baladent avec leur lit à baldaquin. Excellente question. Excellente question. Aurélien qui fait la déco. C'est dans la Cadillac, ça rentre dans la Cadillac. Un super plan entre Cordelia et Xander. Dans la voiture. Oui, dans ce début de saison 2, on voit clairement un rapprochement entre Xander et Cordelia par plein de petites touches. C'est marrant. Déjà dans l'épisode précédent, il y a un tas de clins d'œil. Et là, effectivement, le fait qu'ils ils sont plus complices. Il se passe, j'aime beaucoup la façon dont elle dit, elle a pas besoin de beaucoup de pieux. De toute façon, il est horrible, Spike, on va tous mourir, donc à quoi ça sert? Cordelia est géniale, elle dit la vérité tout le temps. Et surtout, j'y serais là samedi si j'avais pas leg wax. Une épilation. Pourquoi des mèches blondes aussi. Non mais regardez le brushing de Buffy et son gilet quoi. Non mais et regardez, et les deux qui veulent bouffer des trucs ensemble. Oui, ils sont faits l'un pour l'autre. En plus, c'est des poivrons quoi, ouais, c'est bizarre. J'adore les poivrons. Gros plan gruel pour monter sur le truc de ponche. Bon. Oui, non, le gros plan sur le ponche pour montrer que si elle a dit ce qu'elle allait faire. Et attention, regardez Willow. Oui, elle joue très bien. Je vais mourir, y a pas de sucre. Du coup, la scène finit génial quand. Joss Whedon dit souvent que les expressions faciales de Alison Hannigan sont un don des dieux quoi. C'est quelque chose dit, elle aurait dû être une actrice de film muet parce qu'il le dit dans l'épisode muet justement. Et moi j'aime bien la tête qu'elle fait quand là on l'a passé, mais quand Buffy propose du punch à sa mère, elle fait derrière non mais voilà, c'est un tout petit au second plan, mais c'est très drôle. Elle porte un haut où elle montre son nombril. Non mais c'est quoi ce délire? C'est rien par prof. Bah c'est la Californie. C'est bon, la Californie quoi. C'était les années 90 hein. Ouais. Mais j'étais en vie. En fait, j'ai exactement le même âge que Buffy. Donc logiquement, oui, enfin à 3 mois. Non, que Buffy. À 3 mois près. Donc je peux juger ses goûts vestimentaires. Oui, mais c'est. La réunion par prof dure plus de 6 heures, évidemment. Il y a eu un fondu enchaîné sur le. Non, et le mieux, c'est la phrase de Cordelia. Même les esclaves reçoivent le salaire minimum. Non. Ce dialogue il est surréaliste où Buffy essaie d'expliquer à Cordelia qu'elle a 2 vies. Bon, tu vois, faut que je fasse. Il y a l'huile, il y a l'eau, et puis il y a un troisième truc qui rentre pas avec l'huile et l'eau. Elle fait oui, je vois l'huile sur ton visage. C'est génial. Ça n'a aucun sens. Elle dit, et ta mère, elle sait s'hydrater. Cordelia, c'est à partir de maintenant qu'elle commence à faire partie du Scooby. Avant, elle était à part. À partir de la fin de la saison 1. Des profils. Elle n'a pas encore compris le concept. Out of Man, Out of Sun et Prophecy Girl. Elle continue à dire genre cette saloperie jusqu'à la fin. Mais elle est impliquée, elle s'implique. Et c'est ça qui est génial. Elle fait des efforts. C'est ces personnages qui sont magiques dans les séries. C'est Cartman, c'est le vieux là dans Community. Enfin, c'est ça. C'est ces personnages qui sont dans le groupe mais qui balancent des saloperies. Enfin, c'est les meilleurs. Et là, donc, il y a la redoutée rencontre. Alors, il y a Mathian qui te dit que le nombril à l'air, ça revient à la mode. Ah! Quelle horreur! Mesdames, ressortez vos piercings. Sortez, commencez la pétition immédiatement.
Clément, tu es très en forme ce soir, je crois. Non, attendez, regardez. Cordelia dit une saloperie à Buffy et regardez la conversation. Et oui, là, ça se finit. Prends du punch. Et Willow. Cordelia, prends du punch. Ah, j'adore ce plan. Il va. La caméra s'approche tout doucement de Giles qui a enfin découvert qui était Spike. William the Bloody. Le sanguinaire. Et là, il nous montre que c'est important, que c'est un mythe important. Mais voilà, là, c'est grâce à la caméra. Comme on le disait dans le sondage, le bibliothèque, c'est le meilleur décor de la série. Oui, parce que c'est ça l'histoire. Ça nous manque après ces plans-là, c'est pas pareil. C'est là qu'il découvre l'histoire, c'est là qu'il découvre le passé, en fait. C'est pour ça que c'est génial. Ouais, puis enfin, même dans la Magic Box, c'est pas aussi bien, ouais, ça se passe. Parce que justement, ils ont un tellement beau décor dans la Magic Box qu'ils font moins d'efforts pour. Ouais. C'est vrai. Ouais. Pour faire dans des la saison 5, il y a quand même des plans dès que ça devient Magic fantastique Box, mystérieux, il y a toujours ces plans sur Giles qui racontent le. Et je me demande ce qu'il a raconté Snyder quand même, parce qu'elle fait pas des trucs aussi horribles que ça. Ouais, mais il aime pas trop Buffy, donc à mon avis. Oui, ça, il dit des saloperies pour dire des saloperies. Je vous rappelle qu'il a voix à égalité avec Sheila, donc. C'est clair. Donc il a dû dire des trucs pas cool quand même. Donc voilà, attention. Elle est sur le point de voilà, logiquement c'est censé être terminé. Snyder il éteint la lumière quand même. Alors là, il va se passer un truc, je vous regardez bien le cascadeur qui joue le rôle de Spike. C'est très drôle. Bim. Et voilà, brisage de vitre. Voilà, il fait juste 50 kilos de plus que Spike le mec, et c'est une armoire à glace. Il ressemble pas du tout. Spike brise, rentre dans la vie adolescente de Buffy. Ouais, non, c'est vrai qu'il lui ressemble pas du tout. Travelling avant, exactement le même plan que l'arrivée d'Hans Gruber au Nakatomi Plaza dans Die Hard. Et il disait, je pouvais pas attendre. Et c'est génial, regardez les quelques premières minutes d'action, la façon dont elle, après qu'on lui ait foutu la pression et qu'elle soit si incapable d'agir, là elle réagit immédiatement, elle sait exactement quoi faire. C'est une autre Buffy là. Voilà, c'est la tueuse, ouais. Et lui aussi d'ailleurs, et là on découvre que c'est aussi un leader. Un leader, tout à fait. Et puis là, on est à partir de maintenant, c'est vraiment le coup du chariot. Bon. Ça arrive à chaque fois. Non, mais ça, c'est drôle. Ça arrivera dans Passion aussi. Jenny va faire ça à Angel. Le coup du chariot de ménage. Là, c'est typique, le truc de prise d'otage. Les groupes se séparent. Le terroriste donne ses ordres. Exactement, tout le monde se sépare. Ils sont obligés de se séparer. Donc il y a le clan bibliothèque. Elle a une coiffure d'enfer aussi, la vampire. Non, mais du coup, ça en fait une vampire qu'on remarque. Reconnaissable. Oui, parce qu'on la voit dans d'autres épisodes. Si elle se crame, c'est pas elle qui s'immole, qui vient de donner un message et qui s'immole. C'est longtemps après, mais ouais. Les fans, allez regarder sur internet et confirmez-nous. Le nom de cette figurante. Non, mais j'utilise. C'est une cascadeuse. C'est pas une figurante, c'est une cascadeuse. C'est pour ça qu'il lui faut faire ça. Il y a Anaïs qui dit que. Ah, j'adore ce truc. Sur le chat, il y a Anaïs qui dit que c'est peut-être qu'à la fin de la saison 3, ils en pouvaient plus tourner à la bibliothèque, ils pouvaient pas renouveler les plans. C'était vraiment classique. Oui, c'est ce qu'ils l'ont dit souvent. J'adore cette phrase. Moi, j'aime plutôt le veau. T'es trop vieux pour que je te mange. Bravo le veau. Je vais te tuer. Bon là, c'est encore une définition de Spike. Il est cruel aussi. C'est un vrai méchant quand même. Mais en même temps, il a des standards. Moi, je suis plutôt. Je préfère le veau. T'es trop vieux. Bon, encore typique que prise d'otage, le téléphone est coupé, bien sûr. Mais il y a une sortie de secours dans la bibliothèque. Voilà. Tu le savais pas ça, hein? Décidément, cette bibliothèque, il y a des armes, il y a une cage, il y a un passage secret. Tout. Génial. Et elle est au-dessus de la bouche de l'enfer, je te rappelle. En plus aussi. Et donc ouais, il arrive à convaincre. Alors là, oui, là, Snyder qui évoque la PCP, donc une drogue. Alors je vais de son côté de la plaque. Je fais un point PCP, hein. Oui, c'est important. Parce que c'est donc de son vrai nom la Monsieur Pitou est sur le chat. Phencyclidine, donc note bien, Monsieur Pitou, c'est une drogue pas cool. Et donc c'est un psychotrope hallucinogène. Et donc si on en abuse, effectivement, on a une tête très très bizarre. Allez voir les photos, c'est assez moche. Et surtout, c'est un truc très à mode dans les années 90. Et voilà. Et du coup, on comprendra que c'est une excuse qui va bien pour Snyder pour justifier le fait que ces gens avaient un visage étrange. Parce qu'on le comprendra à la fin, il sait en fait que c'est des vampires. Oula. Ah. Il y a Evil H qui dit qu'il y a plein Sam Raimi. Je l'avais pas vu, autant pour moi. On a raté le plan Sam Raimi, Clément. T'es pas attaqué sur Evil Dead? Je mérite de me faire fouetter. C'est pas grave, Clément. Il y avait aussi. C'est pas là qui dit Killy. C'est genre Slayer, Killy. C'est génial. Surtout que moi j'avais appelé mon chat Drew, donc ça me fait pareil, il y a encore une scène de prise d'otage classique. Il y a des personnages qui sont sur le point de se faire attraper, mais non, bien sûr, il se passe un truc. Il y a ça dans derrière aussi, je crois. Et dans derrière, il y avait aussi une conversation
Snyder dit à Buffy, Who do you think you are? Tu te prends pour qui? Et il y a ça aussi dans Die Hard avec le chef adjoint de la police qui dit ça à John McClane par radio. Et voilà, les deux, il y a un débat sur qui est le chef dans cette situation. Et attention. Qu'est-ce qui se passe? Non, Total Live, Giles est en panique totale parce qu'il veut faire le héros. Et là, il va y arriver un truc très drôle, c'est qu'il va avoir peur. Oui, c'est ça. C'est qu'il est là. Oui, je vais t'assurer que et là, il est terrifié. J'ai deux doigts de le décapiter. Non, en fait, ouais, quand il dit je vais faire le héros, c'est à moi de le faire. En fait, il essaye de se convaincre lui-même, mais. Et en fait, et Buffy lui fait peur. Elle enlève son t-shirt, elle est couverte de suie. Sur le visage. Tout à fait. Elle prend son équipement de thunes. Bah oui, et ça aussi. De la musique aussi pendant toute cette séquence. John McClane qui enlève sa chemise aussi, qui se retrouve en Marcel. Bah oui, non mais c'est la même chose. Pareil, et puis il prend un sac avec de l'équipement. C'est la même chose. Il manquerait plus qu'elle soit pieds nus avant la fin de l'épisode. C'est pas bien. Et non, parce qu'une nana, même quand elle se bat, elle doit porter des talons. Merci la télévision américaine. Non, après. Ou les films américains, vous avez vu juste Jurassic World? Non, bon, bah, voilà. Non, bah on n'a pas trop envie d'y aller en fait. Bah c'est pas mal, mais les talons c'est. Enfin bon, c'est pas grave. D'accord. Bien sûr, quand j'ai un dinosaure qui me court après, je garde mes talons. D'accord. Black Widow, elle a des talons. Oui, bah oui, elles ont toutes des talons. C'est pas grave. Donc là, il y a toujours un débat. Snyder et les adultes sont voilà. Oui, mais en même temps, Joyce commence à comprendre justement que Snyder est un connard quand même. Oui. Et d'ailleurs, lui, il commence à dire qu'elle ressemble à sa fille. Ben Joyce, c'est un peu le flic noir dans Die Hard là, qui soutient contre tous les policiers trouvent que McClane fait de la merde et il y a un policier qui le soutient et c'est un peu ça. Ah oui, d'accord, mais sinon il y a le FBI qui arrive qui dit l'inverse, c'est justement Snyder. Le FBI c'est plus Snyder en fait. Snyder est le deuxième gars. Excellente réplique de Spike qui dit j'y arrive pas, que fait un certain ta tête. Référence à Evil Dead. Oui, tout à fait. La fameuse hache de Buffy qui est utilisée dans tous les épisodes. Oui, qu'on disait qu'il fallait la sortir du bahut. Bah oui, ils se rendent pas compte, tous les épisodes ils se servent de la hache de lycée. Non mais une hache dans une école c'est primordial. Une idée de génie. C'est primordial. Attention, quelqu'un va se faire bouffer. Bouffer. Oui, les jambes bougent. Donc quand tu te fais manger, tu bouges les jambes. On ne pas sortir. En même temps, est-ce que Spike avait des hommes à l'extérieur du coup? Genre ils ont mis 3 heures à ouvrir les volets et elle pousse ça et c'est bon. Joyce est trop forte. Joyce est trop forte. On est où là? Donc, et là on en est au point où Spike essaye de trouver Buffy dans le plafond. Bah oui, classique conduit d'aération. Faux plafond. Donc bah Die Hard, hein, là j'arrête de vous la faire, mais c'est évidemment du Die Hard aussi. Angel et Xander. Oula, il a un plan. Angel, qu'est-ce qui se passe avec Angel? Il est devenu méchant. Tu crois qu'il est méchant? Non, parce que à ce moment-là, Xander dit bon plan. T'as raison. Mais Cordelia et Willow, elles sont trop mignonnes. Elles sont coincées dans le placard. C'est là. Passe l'épisode dans le placard. Lui, il commence à perdre patience. Mais comme il a pas de mitraillette comme les terroristes allemands, les vampires n'utilisent pas d'armes à feu. Il a des espèces de tuyaux là. Mais le résultat est le même. Le résultat est le même. Il fait des trous dans le plafond qui passent à 2 doigts de Buffy, comme les trous de mitraillette. Ça va mal se passer pour ce terroriste. Bim. Et on voit pas Buffy. On est du point de vue de Joyce là. Elle voit que le pieu. Ce plan là est génial. Mais je suis pas sûr qu'elle le voit le pieu, hein. Il est trop bas. C'est pour nous. C'est pour nous. Sur elle avec le trou du coup. Ouais, c'est pour nous, mais ça fait un peu BD, quoi, ouais, enfin moi je trouve que c'est pas très clair parce que justement tu pourrais avoir la lecture. C'est clair. Bah moi je tombe du plafond, on sait que mais si c'est clair pour toi. Je peux expliquer mon point de vue. Non. Moi je me demandais si attention, Sheila arrive. Je me demandais si Joyce avait pas vu justement sa fille tuer un vampire. C'est ce qu'on peut penser à travers ces plans. C'est pour ça que c'est pas super clair. Bah elle ne sait pas. Bah oui, mais bon, la mise en scène peut être priorité au direct. Référence à Evil Dead. C'est exact. Non, il y a le même plan. Sheila n'est pas perturbée par l'annonce de Buffy. Elle dit OK, elle prend une hache dans la main. Et là, tu dis il y a un truc chelou avec. Et voilà, Spike et Angel. Et Angel est mauvais, donc c'est officiel. Il a perdu son âme. Et là, il joue trop bien. Moi, je trouve qu'il le joue trop mal, le Angelus. J'adore Angelus d'habitude, mais là, il le fait trop mal. C'est la première fois qu'il le fait, non? Il est pas Angelus encore. Oui, c'est ça, il sait pas l'être. Quand il l'est, il est vraiment bon. Non, David Boreanaz est très bon en Angelus. Angel lui-même est nul quand il essaie de faire semblant d'être Angelus. Tu vois ce que je veux dire? C'est très méta. Il joue si bien que ça, tu penses? Non. Justement. Je pense.
Mais là, j'aime bien cette scène avec Spike. Et là, elle Donc pareil. là, il y a plein de références. Là, il parle de Anne Rice. On en a parlé un Comme petit tout à l'heure, Spike, on apprend qu'il est dans le passé de Angel, donc ça l'installe encore plus dans la série. Et il se moque de Angel en disant qu'il fait un plan à la Anne Rice et qu'il n'arrive pas à croire qu'il y a encore des gens qui tombent, qui tombent dans le panneau quand tu fais un plan Anne Rice, alors que justement Anne Rice est probablement une des grandes inspirations du personnage de Spike, qui est le Lestat de Buffy. En fait, Anne Rice, c'est séduire, en fait, c'est le vampire séducteur. Spike, ce serait Lestat et Angel, ce serait Louis, c'est ça? Je suis pas sûre qu'Angel ce serait Louis, je m'y connaissais pas assez bien, mais je sais que les corrélations entre Spike et Lestat, notamment sur la progression après, mais aussi sur son rapport à sa mère, sur son rapport au rock, sur voilà. Ce plan est cool où elle fait la... C'est génial. Evil Dead, quoi. C'est un des premiers plans que j'ai vu de la série. Alors, il y avait aussi... c'est clairement Evil Dead là. Parce que... Alors on va revenir un peu en arrière. Alors non, ce que j'aime bien, c'est que Sheila se barre et on la revoit jamais, donc ça veut dire qu'il y a un vampire de plus dans la nature qui tue des gens. Je tiens juste à le préciser, et ça a l'air de déranger personne. Ça faisait très Shining, la tête de Joyce collée contre la... Non, dès qu'il y a un trou dans une porte, c'est Shining de toute manière. Oui, c'est clair. C'est foutu. Bah oui, il a tout inventé, Stanley. Alors ça y est, ça c'est le bluff où Spike essaie de voir, essaie de comprendre pourquoi il a fait pas Spike. Angel fait ce qu'il fait. On voit tout de suite qu'il se laisse pas berner par Angel. Tu m'étonnes, il joue. Non, mais on va voir. Par contre, Xander, lui, qui veut toujours, qui est prêt à tout pour croire que Angel est mauvais, parce que ça l'arrange. Lui, par contre, il y croit. Hein. Attention, tu vas voir sa tête. Ouais, non, mais ouais, il a très peur. D'ailleurs, il essaie même pas de se. Mais non, mais il dit un truc à un moment, il dit j'en étais sûr, ou je sais pas quoi, mais c'était dans la scène d'avant. On l'a raté, on parlait trop. Bim! Allez, Xander, il pense que Angel l'a trahi, quoi. Ouais. Ouais, je pense. Mais il est à fond. Et alors, Spike, il est pas content, et là, il va dire une insulte. Voilà, il est con. Bon, d'abord, il le traite de Yoda, ce qui est pas spécialement une insulte. C'est un peu référence à Yoda. Je voudrais qu'on note quand même la référence à Star Wars, s'il vous plaît. Parce que Yoda, c'est un personnage de Star Wars, c'est ça? Ah, pardon. Je sais pas. Et alors là, il vient de dire un truc plus intéressant, il vient de l'appeler de Oncle Tom. Alors, Oncle Tom, c'est à cause de la case de l'Oncle Tom, qui est un livre qui en fait était beaucoup fait pour la cause des Noirs aux États-Unis, parce que ça a dépeint en fait la tragédie que c'était. C'était juste après 12 ans, 12 Years a Slave. C'est sorti juste après aux États-Unis, donc au 19e siècle. Au 19e siècle, on parle, ouais. Mais ça a beaucoup fait pour la cause, et c'est devenu une expression péjorative qu'on utilise pour notamment un noir activiste qui serait plus là pour plaire aux blancs que pour se battre pour les droits des noirs. Et c'est notamment comme ça que Malcolm X appelait Martin Luther King. Et donc c'est intéressant, ouais, c'est de mettre en parallèle la cause noire américaine et les vampires qui pourraient être pris comme une minorité raciale. Et donc ces deux positions différentes, une un peu plus violente et qui rentre dedans, et une un peu plus je fais copain avec les autres. C'est très troublon en fait. Oui, carrément. Mais non, ce qui est très rigolo, c'est que là il vient de lui mentir, il vient de dire que la dernière Slayer, elle l'a supplié de pas la tuer. Et c'est un mensonge. Qu'il annonce qu'il ait tué des tueuses. Mais ça aussi encore un méchant. Jace l'a déjà dit ça. Non, regardez comme c'est beau quand direct auprès du juste des justes quand il arrive au début, quoi. C'est le premier truc qu'il dit. Donc la bagarre générale, bagarre. Et où il lui a fait hyper mal, hein, c'est célèbre. Hein. Il lui a donné un grand coup de bois, de pompe dans la gueule. Bim. Xander se bat, génial. Ouais. Comment en parler. Et le problème, c'est que Buffy, elle est pas habituée, c'est la première fois qu'on la voit se battre avec quelqu'un qui se bat comme elle. C'est ça. Sans parler du fait qu'ils ont passé 5 minutes à s'envoyer des vannes au début du combat, ce qui est aussi un truc qui ne lui arrive pas. Voilà, on l'a peut-être pas assez dit, mais Spike, c'est vraiment la Buffy des méchants, la Buffy des vampires, quoi. Quelqu'un qui ne rentre pas dans les cases, qui n'est pas comme les autres, qui est il triche, mais il utilise comme Buffy. Qui triche, qui utilise ce qui se passe autour, qui a des sentiments. C'est vraiment, ils sont vraiment les mêmes. Il ne veut pas utiliser d'armes. Bim. Très important ce coup de hache. Et voilà. Et il découvre Joyce qu'il va aimer pour le restant de ses jours, parce que rappelez-vous qu'il adore Joyce, Spike. Voilà, et ça c'est leur rencontre. De ce coup de hache, ouais, il a du respect pour ce personnage. Mais en même temps, il dit women, ce qui est très drôle parce qu'effectivement, toute sa vie, les nanas foutent la merde dans sa vie, même sur la seule chose qui l'intéresse. Ah bah écoutez notre podcast numéro 5 sur Crush, hein, on explique le rapport de Spike aux femmes. Joyce aux femmes, ouais. Et Joyce c'était carrément H de Evil Dead. Exactement. En mode, je vais te péter la gueule, quoi. Il lui manque la tronçonneuse et... bah, comme tous les samedis. Hein. C'est moi, je regarde Buffy une fois par semaine, lui regarde Evil Dead une fois par semaine. Attention, on apprend que
Là, on apprend que voilà, c'est très bizarre ce dialogue, on est d'accord. Mais il est pas On bien. apprend que il y a d'autres sont au gens courant. que Buffy et le Scooby Gang qui est au courant qu'il y a des vampires. Les autorités sont au courant. Quelque vachement part. C'est ça, important, pour effectivement. qu'ils ferment les yeux, Effectivement, début de la C'est le série. les cache. autorités. Quelque part, ça reste cohérent parce qu'on se dit au bout d'un moment pourquoi personne ne se rend compte qu'il se passe quelque chose de. Moi, je trouve Oui, ça qui fort. justifie Je trouve son ça univers, fort que ouais, tous ouais. les gens normaux entre guillemets soient dans le déni sur les démons de l'existence. Je trouve que c'est vrai dans la vie aussi, quoi. C'est la métaphore fonctionne jusque là, mais effectivement, le fait que ces autorités-là soient au courant, Parce c'est que le intéressant. lycée, il aurait dû déjà. faire Priorité directe. Je tenais quand même à dire que c'est la première fois qu'Angel a, on va dire, une interaction sociale avec un personnage du Scooby Gang hors baston. Et Ils hors discutent Buffy, un ouais. peu hors Buffy. Ouais. Et hors baston surtout, ils discutent tranquillement. Et avec Xander qui pose la bonne question, mais tu es son sire? What's a sire? Ce qui est un peu la question que les non férus de vampires Oui, se posent c'est en ça, regardant parce que l'épisode. C'est alors après le sire, donc c'est censé être celui qui engendre, qui fait de toi un vampire. Sauf que c'est faux parce que si on. Et quand il dit son Yoda, c'est veut dire un peu son mentor. en Non fait. mais voilà, parce que si on, en fait à l'époque ils avaient pas encore prévu que ça serait finalement Drusilla qui aurait engendré Spike, et donc dans une interview, Joss l'a justifié en disant que Sire pourrait être pris au sens beaucoup plus large, en disant que ça pouvait être vu que Angel a engendré Drew qui a engendré après elle Spike, ça serait son sire au deuxième degré, quelque chose comme ça. Donc, Effectivement, mais je suis d'accord avec cette justification. C'est Et un là, peu de la mauvaise foi. regardez le joli regard de Buffy, exactement le regard qu'elle a pendant sa prom, qui est tout d'un coup, elle est surprise par quelqu'un qui lui fait un truc sympa, plutôt qu'elle s'en prenne plein la gueule. Pour une fois, il se passe un truc cool, et ce truc cool, c'est sa mère qui lui dit « Je suis fière de toi Alors, donc là drôle. je vais peut-être extrapoler un petit peu, Humour. mais Non, Cléo, vas-y. voilà, on a Willow Un quand même placard. qui ne peut pas sortir du placard pour le moment. Voilà, elle est coincée avec une fille, Avec une femme en plus. pas n'importe laquelle Cordelia, En plus. et pas donc dégueu. elle ne peut pas sortir du placard. ». Et Tu vois ce que je veux dire Cordelia qui l'autre qui dit demande à Dieu de nous envoyer de l'aspirine, et elle qui commence à dire aspirine, et elle me fait « Hey !» Alors la priorité Cordelia. directe. Oui, c'est Premier génial. plan de la dernière scène, bon mise en scène un peu maligne quand même. On voit la fenêtre, le rayon de soleil et la cage et Spike Bah et tout. oui, Enfin ça voilà, annonce, qui annonce la fin de la scène. C'est très très Et malin. Spike qui confirme qu'il a tout compris au film, c'est-à-dire qu'il a dit le problème de cette série, c'est qu'elle a de la famille De et la des famille amis, et des et amis. effectivement, c'est exactement le concept de la série. C'était pas dans la brochure, c'était pas prévu. C'est une tueuse qui n'entre pas dans les cases, qui n'est pas comme les autres. Exactement comme lui, n'entre pas dans les cases. C'est ça, voilà. C'est pour ça qu'ils sont géniaux. Et donc. Et là la consécration du changement de phase, Bah oui, du changement de scène série, géniale. de la transgression de Spike. Voilà, là, il Spike s'agenouille. Alors bon, il fait semblant, si vous mais- avez suivi un peu l'épisode, vous avez compris que c'est un mec qui respectait pas du tout les codes. Donc là, qui Ouais, s'agenouille, c'est très mauvais et signe qui pour le s'excuse. juste. c'est juste. on sait clairement qu'il en pense pas, et qu'il pense pas du tout ce qu'il va faire. Et il nous feinte en le mettant quand même en plongée, genre le juste des justes Ouais, supérieur. bah, Et d'ailleurs le plan ça joue le jeu, quand ouais. il se relève, et là il commence à rigoler en disant Il se fout de sa Et gueule. hop, il repasse. Et il y a toujours la cage derrière omniprésente. Et bim! Alors regardez là, quand il met le gamin, on voit que c'est pas un gamin en fait, c'est un adulte. Ouais, j'adore ces petits détails. Voilà, donc, C'est horrible ce qu'il fait. Et c'est un truc à la Anne Rice encore. voilà, comme. L'entretien avec vampire, ça, il la fout dans un puits. Exactement. Un petit Enfin là, t'es en train de Kirsten spoil, Dunst. tu spoil complètement. un peu, on va avoir un peu moins de rituel ici, et on va un peu plus de fun. Ça résume bien la série. Regardez le sourire. C'est complètement méta cette fin d'épisode. C'est-à-dire qu'il dit oui qu'on va avoir maintenant plus de fun. Et là, il va dire Let's see what's on Qu'est-ce TV. qu'il Voilà, à la télé. qu'est-ce qu'il y a à la télé. Donc voilà, c'est qu'il nous annonce clairement qu'il va changer la série, en gros. Que Le vampire, ça va plus rien avoir, les vieux méchants à la papa, donc l'ancienne. à la master, tout ça, des vieux films poussiéreux en noir et blanc qu'on connaissait avec les vieux codes, c'est fini. Maintenant, on va avoir des méchants un peu plus modernes, des méchants qui écoutent du rock, qui fument, qui ont des sentiments, Qui font des blagues et qui regardent la télé. qui sont, comme on dit, cool et sexy, c'est ça? C'est ça. Et Cool qui et sont sexy. cool et sexy. Ils ont quand même tué le deuxième épisode, celui qui s'annonçait comme le Big Bad de la saison. Ouais, Ouais, je peux absolument. c'est casser les règles. Ouais, c'est ça, encore brise une les fois. codes. Mais c'est en plus, au-delà de casser les règles, je trouve que ça montre une agilité de scénariste dans le genre. Bon, en fait, The Anointed One, c'était une fausse bonne idée. Ouais. On ne sait pas quoi faire de lui. Il joue un peu comme une savate, soyons clairs. Il grandit, alors que c'est censé être un vampire. Il grandissait, il changeait d'apparence et Qu'est-ce qu'on ça collait fait pas quoi. Et bah du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un nouveau personnage préféré, on va lui faire dire exactement ce qu'on pense, qui est The Annoying One.
Et ça. un peu moins de rituel ici, on va s'amuser un peu plus, on le fout dans la cage et on s'en débarrasse. Et ça, Oui. c'est merveilleux. C'est ce qu'on disait hors champ, cette faculté des personnages de Whedon à régulièrement dire ce que pense le spectateur, quoi. Oui, qui est une façon de créer une complicité entre l'auteur et le Mais spectateur et qui permet aussi du coup de crédibiliser l'univers. Alors, petite conclusion. Donc oui, le personnage de Spike ne devait qu'apparaître pendant que quelques épisodes et se faire tuer rapidement par la tueuse. Mais effectivement, devant le potentiel de ce personnage, l'amour tout de suite qu'il a suscité auprès des fans et le talent de James Master, ils ont James Masters. Est-ce que tu peux s'il te plaît massacrer son nom parfois j'oublie des S, là j'ai oublié un R. Est-ce que vous avez des choses en conclusion, vous? La petite anecdote par rapport à ça, c'est qu'au-delà du fait qu'il était... il était bien à écrire, l'acteur était super, les fans l'aimaient, mais au-delà de ça, les acteurs. Les autres acteurs l'aimaient, parce qu'en fait les autres acteurs, l'anecdote c'était que notamment dans la saison 2, parce qu'après c'est devenu un peu différent, mais le principe de la saison 2 c'était, tous les acteurs disaient chaque fois que j'ai une scène avec Spike, c'est une scène où il se passe un truc pour mon personnage, c'est une scène où quelque chose est révélé, où il y a un truc émotionnel fort, et donc ils voulaient tous des scènes avec Spike, donc automatiquement on a besoin de Spike. Ensuite, comme on le sait, il est que dans un épisode de la saison 3, et quand il est revenu dans la saison 4, la légende dit que c'est Sarah Michelle Gellar qui a dit à Whedon, si tu le fous pas sous contrat tout de suite et le met en régulier, il va nous passer sous le nez. Tu m'étonnes. Sachant qu'ils ont passé toute la saison 4 à pas savoir quoi faire de son personnage et à essayer de lui faire un faux Cordelia, mais à pas vraiment savoir, donc d'épisode en épisode lui donner une nouvelle fonction, jusqu'à ce que tout d'un coup il ait l'illumination du début de la saison 5 en disant mais je sais c'est quoi le truc de Spike, il en est amoureux depuis le premier épisode, parce que James Master s'était dit qu'est-ce que je vais faire dans cette scène, bon bah je vais faire genre que j'ai envie de me la taper. Et c'est la ça scène du bronze. Et je conseille à n'importe qui de regarder les photos promotionnelles de ces premiers épisodes avec Spike et je vous mets au défi de trouver une différence entre ces photos-là et les photos de la saison 7. Le mec ne vieillit pas. Non, mais non seulement il vieillit pas, mais surtout la façon dont il la regarde, tout est déjà là. Bon, on a fait le tour de cet épisode ou vous avez encore des trucs à rajouter? Ce qu'on découvre dans cet épisode, c'est que Buffy est incomprise par tout le monde, notamment ses enjeux. Oui. Mais que Spike aussi, parce que entre chaque scène, on a l'impression que c'est quelqu'un de différent. Alors, bon, on passerait bien à la rubrique de l'invité. Bah oui. Mais bon, qui dit rubrique dit jingle. Alors attention, c'est parti. What are you doing? My boyfriend. Go away. Psychologically, this is fascinating. Doesn't it make everyone want to lock them in separate rooms and do experiments on them? Naked girls, naked women, naked Buffy. Oh, stop me. Which question do you want me to answer first? Ok, super jingle. C'est plein de répliques que j'adore. Alors, rubrique de l'invité, Yael. Oui. Nous allons parler un peu de toi. Ok. Nous avons 3 questions que nous posons à tous nos invités à chaque fois. Oui. Tout d'abord, quel est ton épisode préféré de Buffy? C'est une question totalement injuste. Je sais. Et il est totalement impossible de donner une vraie réponse. C'est pour ça qu'elle est drôle. Donc je vais donner une réponse plus complexe. La première chose que je vais dire, c'est que clairement, il y a 3 épisodes qui sont supérieurs au reste de la série, qui ne sont donc pas mon épisode préféré, parce que ce serait trop facile vu que c'est les 3 meilleurs épisodes de la série. Les 3 meilleurs épisodes de la série, c'est selon moi, bien sûr, c'est Restless, The Body et Once More With Feeling. Donc Restless qui s'appelle dernier de la saison 4 avec les rêves, The Body qui Cauchemar, je crois. Cauchemar, The Body qui est celui où Joyce meurt. Orpheline et Once More With Feeling, que le spectacle commence, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est la merveilleuse comédie musicale, mais mon épisode préféré c'est Conversations with Dead People, qui est l'épisode 7 de la saison 7. En plus, quel joli 7-7, qui est pour moi l'épisode... En fait, j'ai compris des trucs sur Buffy et sur la série et sur mon attachement à la série en regardant cet épisode. Puis, c'est un épisode qui s'adresse aux fans. Et oui, et puis dans la psychologie de Buffy aussi, voilà, c'est le truc de pourquoi elle fait ce qu'elle fait, pourquoi moi ça m'intéresse, et parce que bon, donc puis en plus il est drôle, il est bien écrit, il est beau, il y a une chanson qui a été écrite il y a cette espèce de truc bizarre au début avec la date et l'heure, stylistiquement c'est un épisode génial. Mon numéro 2 ce serait For Love, qui est l'épisode sur le passé de Spike, parce que bien sûr, et puis surtout parce que pour le combat de la fin où il lui explique pourquoi elle a envie de mourir, mais voilà, mais après les 3 meilleurs restent les 3 meilleurs. Je pense qu'on peut pas... Tout à fait. C'était une très belle réponse, non, très bien construite. Sur le chat dit que Once More With Feeling ne se regarde qu'en VF de toute façon. C'est qui? C'est Pitou qui dit ça? Non, c'est même pas Pitou, c'est Bastien de Linclerc. Pitou aurait pu dire ça. Comment tu as découvert Buffy? Et je crois que c'est une anecdote très intéressante, mais peut-être si c'est pas intéressant, tu racontes pas. Alors que j'étais jeune, désœuvrée et n'avais
aucun dieu. J'étais en vacances dans la banlieue de Toulouse avec ma meilleure amie et j'avais passé un certain nombre de mois à l'extérieur de la France et donc j'avais pas regardé la télévision. Et on était dans un Formule 1 de Toulouse. Très et bien. On a zappé. Très bon placement. Et j'ai vu un truc et j'ai dit c'est quoi? Et ma meilleure amie Marine a dit oh, c'est un truc génial avec des vampires. Et j'ai fait ouh. Et là ma mère a fait ouh, ça a l'air de faire peur. Éteins. Et cette première transgression, je pense que ma mère, la désapprobation de ma mère vis-à-vis de cet amour naissant, voilà, a tout changé. Et quelques jours plus tard, j'ai réussi à aller sur M6 et regarder les épisodes. 3 mois plus tard, j'ai acheté le premier Watcher's Guide en anglais et j'ai passé une nuit. Ah oui, carrément. J'ai passé une nuit où j'avais la grippe, donc j'avais la fièvre, à lire l'intégralité en anglais du Watcher's Guide et je crois que ça a attaqué mon cerveau en fait, parce qu'il y a une espèce de transfert entre la fièvre, le fait de ne pas dormir et de lire les trucs en anglais. Et surtout, j'ai découvert la qualité du texte, parce que dans le Watcher's Guide, il y a plein de citations. Et donc j'ai découvert toutes les blagues. Et j'ai commencé à noter toutes les blagues les unes après. Du coup, je disais les répliques sans les avoir entendues parce que je l'ai eu qu'en français. Voilà. Et puis après, c'était voilà, 15 et 17 ans plus tard, je suis là. Tu me racontes, parce que t'es traductrice aussi, du coup. Alors voilà, dernière question, qu'est-ce que tu fais quand tu ne regardes pas Buffy? Voilà. Alors, je regarde beaucoup d'autres séries. D'un point de vue, on va dire professionnel, oui, donc je fais plein de choses très différentes, mais une des choses que je fais depuis 2007 maintenant, c'est être traductrice. Ouais. Donc je parle plusieurs langues, mais notamment je parle anglais couramment. Et quand, par ce joli après-midi d'été 2007, j'ai rencontré David qui donnait son flyer, j'ai découvert qu'il y avait une convention Buffy, je lui ai écrit un mail pour savoir s'il cherchait des bénévoles, et les choses ont fait que je me suis retrouvée être la traductrice de l'événement au bout de 2 mois. Convention Buffy en 2007. Voilà, absolument, avec Juliette Landau et George Genty, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Voilà. Et Juliette Landau qu'on voit sur ce menu DVD, tu la connais en vrai. Et c'est comme ça que je sais le truc. C'est comme ça que je sais les 7 et 8 ans que Joss Whedon avait dans la tête pendant 7-8 ans. C'est comme ça que je sais que la scène vient de le truc. C'est parce que c'est elle qui l'a raconté. Toutes les anecdotes que tu viens de nous raconter. Voilà. Et donc voilà, elle était absolument charmante. On est vaguement encore en contact avec David, de temps en temps, il y a des emails qui passent. Ah oui. Et avec George Genty aussi, on est amis sur Facebook, c'est super cool. Et il a une fois, pour je sais pas pourquoi, écrit un truc, voilà, sur... Et maintenant, en plus, George Genty, il dessine plus Buffy, mais c'est le dessinateur, en fait, des premiers comics Buffy saison 8. Ah oui. Et maintenant, il fait Firefly, donc c'est super cool aussi. Comics Firefly. Ouais, et Joss Whedon en parle tout le temps de George. D'accord. Donc ça c'est cool, donc ça c'était en 2007. Puis mon ami David a continué à faire des conventions et en 2010 on a organisé une convention musicale, enfin il a organisé parce que moi je venais surtout le jour de la convention. Une convention musicale pour l'épisode musical de Xena et l'épisode musical de Buffy. Xena, on en parle pas. D'ailleurs, on en parlera après de ton article sur Xena. Je peux en parler longuement de Xena. J'ai lu ton article sur Xena. On en parle après. J'ai fait 3 ou 4 conventions Xena, donc je peux longuement en parler de Xena. Donc t'es une fan de Sam Raimi. C'est plus compliqué que ça. T'aimes bien ce travail. Il y a des trucs de Xena qui sont bien, mais c'est plus les auteurs. C'est plus les auteurs. J'ai du mal avec Evil Dead, justement. T'as du mal avec Evil Dead? Moi, est sur le coup. J'en ai jamais vu aucun entier. D'accord, je crois qu'on va arrêter le podcast ici. Non, Clément, reste. Alors, non, parce que sinon ça, si vous voulez pas passer la nuit, quand je voulais trouver des anecdotes. On a du temps. Et donc, on a fait l'épisode. Donc, pour l'épisode musical, on a eu le plaisir d'avoir Nicholas Brandon. Et donc, ça, c'était en 2010. Et en 2012, entre-temps, j'étais la traductrice. La traductrice principale de Comic-Con Paris, en tout cas en 2011 et en 2012. Et en 2012, à l'intérieur de Comic-Con, il y avait une convention Buffy où il y avait Charisma Carpenter, Christine Sutherland et à nouveau Nicholas Brandon. Charisma Carpenter qui est adorable et qui est sublime. Mais genre, on te croit. Mais tu imagines pas ce que c'est que de la voir en vrai en fait. J'imagine. Et qui en plus me regarde et me dit. Et le dernier jour, j'avais des boucles d'oreilles argentées avec des strass et tout, et elle me fait « Oh, they're so cute !» Et moi, j'étais là « Ah !» Bon, voilà. Donc, elles étaient adorables, Christine Sutherland et Charisma Carpenter. Et c'était très drôle parce que on se rend compte que tous les gens qui ont bossé sur cette série, en fait, dès qu'on leur pose des questions aussi basiques que alors, c'était drôle sur le tournage, ou raconter une anecdote d'une scène qui vous a marqué, en fait, très rapidement, ils tombent dans des conversations existentielles. C'est très drôle. Et ou des trucs de fond hyper intéressants, et notamment aussi sur elle parlait du fait que elle était naïve à l'époque. Elle était naïve à l'époque et de penser que c'était normal d'avoir des scripts de cette qualité-là. Et ensuite, le reste de sa carrière, elle a fait. Les rôles comme ça existe rarement en fait. C'est pas. On s'en rendait pas compte à l'époque.
Et non, et puis la façon dont il parle du travail de Joss et dont il parle du travail, ou dont elle parlait du travail de David Greenwald, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Et puis on sentait qu'il y avait, ils avaient du fond, une réflexion sur la vie, et surtout sur tous les thèmes et les métaphores de la série, en fait. C'était vraiment hyper agréable. Et bien sûr, la plus grande expérience de traductrice que j'ai eue, c'est le 21 janvier 2014. Joss Whedon est venu à Paris pour présenter Beaucoup de bruit pour rien. Et j'ai réussi à convaincre... j'ai fait une proposition professionnelle au distributeur du film en leur disant « Je pense que pour votre événement, vous auriez besoin d'une traductrice. Il se trouve que j'ai eu une petite expérience sur la question. » Et donc, on s'est rencontrés. Mais ils m'ont dit oui 4 jours avant. Donc, pendant 2 mois, j'étais là... Ça va pas le faire. Et donc, ils m'ont dit oui 4 jours avant. Et en fait, non, ça s'est très, 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 très bien passé. Et puis, bien sûr, l'intégralité des gens que je connais étaient dans la salle. Et donc quand tu regardes pas Buffy, tu rencontres Joss Whedon. Une fois dans ma vie, et j'ai eu le plaisir donc de passer quelques heures à ses côtés et pouvoir lui parler un petit peu et l'écouter parler, me rendre compte qu'il est aussi gentil, intelligent et loufoque qu'on peut l'imaginer. Ouais. Et ensuite de faire... mais le problème, c'est que pendant le dîner, on a bu 2 coupes de champagne ou 3 coupes de champagne et moi, j'étais de toute façon complètement partie. Et d'un coup, on arrive dans le cinéma, je me dis faut que je fasse traductrice-interprète pendant 45 minutes, je veux pas que je dise de conneries. Et là, pour le coup aussi, la vidéo est sur Internet. Vous pouvez la trouver sans problème de l'intervention. Quand tu bois du champagne avec Joss Whedon, il y a une vidéo sur YouTube. Non, de comment je suis après. Moi, personnellement, je me trouve un peu insupportable à regarder parce qu'on sent que je suis surexcitée, mais apparemment, sur les autres gens, j'ai l'air très professionnelle. Donc, je pense que la vérité est un peu entre les deux. Mais bon. Mais j'avoue que de tous les gens que je connais, ce qui est quand même très drôle, c'est que la seule personne qui a réussi à serrer la main à Joss Whedon, c'est ma mère, qui a réussi à se placer pile au bon moment. David, qui était là, non, lui, il s'est pas incrusté. Ouais. Ma mère, par contre, s'est mise juste à côté, à tel point qu'à un moment, il s'est retourné, j'ai dit « My mother », et il lui a tendu la main. Il lui a serré la main, et là, ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gardé sa main pour lui parler, parce que c'était pas assez honteux. Et elle lui a dit « Attention, vous êtes prêts ?» C'était beaucoup de bruit pour rien. Elle a dit I don't look Buffy, but I love this. D'accord. Là, je suis là, au moins, il sait que c'est pas héréditaire l'anglais. Donc, voilà. I don't look Buffy, but I love this. Parfait. Tu nous as dit avant qu'on commence que t'as aussi fait ton mémoire sur Buffy. On n'a pas parlé de ça, mais oui. Non, on n'a pas parlé de ton mémoire sur Buffy. Non, mais vous n'avez pas l'intention de dormir ce soir, c'est juste ça. T'es obligé d'en parler. Alors, Rapido, oui, bien sûr. Il y a quelques années... Il y a quelques années, j'ai repris mes études et j'ai fait, notamment parce que j'ai rencontré Marjolaine Boutet, qui est, que les gens qui aiment les séries connaissent, qui fait aussi une émission sur M6 entre-temps et qui fait plein de choses. Et qui fait partie le podcast Monde du podcast du Monde dont j'ai fait partie à un petit moment. Et donc Marjolaine, qui est professeure d'histoire aussi et qui m'a donné l'opportunité de pouvoir reprendre mes études pour travailler sur les séries. Dans un cursus qui s'appelle Phénomène guerrier et qui est multidisciplinaire, ce qui me permettait de faire un peu ce que je voulais. D'accord. Et donc j'ai fait le master, donc c'est de l'histoire contemporaine, et j'ai fait mon master sur ma recherche sur... je voulais faire un truc autour d'une série. Elle m'a dit tant qu'à faire, fais un truc sur Buffy parce que tu connais bien le sujet. Effectivement. Et je lui ai dit écoute, un truc que je trouve fascinant, c'est que la saison 7... il y a une guerre déclarée dans la saison 7 et que le moment où Buffy déclare la guerre, c'était exactement le moment où Bush essayait de convaincre les États-Unis de partir en guerre en Irak, la deuxième guerre en Irak, parce que c'est diffusé, en fait la saison 7 est diffusée entre septembre 2002 et mai 2003, donc effectivement et en fait la déclaration de guerre de Buffy se passe en décembre, pile au moment où il est en train vraiment de pousser pour que l'Amérique parte en guerre et du coup je me suis dit mais c'est bizarre, et moi à l'époque j'avais toujours pensé avant de faire les recherches, en fait c'est un contre-exemple, il montre à travers Buffy pourquoi Bush a tort en fait, parce que Buffy quand elle essaye de faire la guerre en fait c'est une connerie, ça se passe mal. Et en gros ça s'appelle la 7e saison de Buffy contre les vampires et les guerres de George W. Bush, parce que je parle de la guerre contre la terreur et la guerre en Irak. Contre la force, pas contre The First. Oui, enfin non, mais la guerre antiterroriste de Bush s'appelle la guerre contre la terreur. D'accord. Et c'est pas la même que la guerre en Irak, qui est techniquement une autre guerre, en fait. Mais d'ailleurs, contrairement à ce qu'il dit. Et en fait, toute mon analyse tend à... Alors, dans une première partie, je décrypte tout ce que la saison, au fur et à mesure, dit sur la guerre et comment il traite de la guerre, d'abord en première partie comme une menace, ensuite comme comment on s'organise pour la guerre, donc en créant une armée et en essayant de les entraîner, en essayant de créer une hiérarchie pyramidale militaire, et la solution qui finalement est complètement autre chose. En fait, en gros, c'est du 1er au 9,
la première partie. Ensuite, du 10, à peu près, je crois que c'est le 10 au 19, où elle se fait virer de la maison. Et les 3 derniers, c'est finalement autre chose. C'est l'autre proposition. C'est ce que j'appelle la proposition de Joss Whedon, qui est en plus... qui est la proposition, en fait, effectivement, la décision communale anti-militaire, anti-pyramidale, où, effectivement, c'est pas le général et les autres, c'est chacun choisit et chacun travaille ensemble. Et la deuxième partie, je montre que la raison pour laquelle on pense à Bush et on pense à la guerre, c'est parce qu'il y a plein de personnages qui représentent, qui font appel à une imagerie de guerre, et notamment Faith, c'est le mercenaire. Moi, je dis toujours que Xander, c'est la army wife, c'est la femme militaire qui doit suivre les combattants et qui peut jamais se battre. Elle fait juste, elle reste à la maison, elle attend. Et les combattants ont besoin de cette femme absolument. à la maison pour les soutenir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait dans la saison? Il reconstruit la maison, il donne à manger, voilà. Et Dawn, c'est la army brat, c'est celle qui a grandi là-dedans et qui du coup se pose la question si elle-même devait devenir une militaire ou pas. Les troupes, c'est les potentiels. Moi, je dis toujours, Willow, c'est le médecin fou. Enfin, c'est le savant fou. C'est le savant fou. Ou peut-être qu'il va faire la bombe et nous sauver, mais peut-être que la bombe va nous claquer à la gueule. Et Giles, c'est l'idéologue. Et l'idéologue, qu'est-ce qu'il fait? L'idéologue, il pense qu'il faut tuer tous les combattants ennemis, dont Spike, alors qu'en réalité, la proposition de Joss Whedon, c'est que non, il faut pas tuer les combattants ennemis. Et Anya, c'est l'analyste locale autochtone qui connaît la population locale et qui permet de faire la traduction. Et alors, c'est passionnant ça, et on peut le lire quelque part ou c'est seulement la BU de Picardie alors le problème, c'est qu'il est à la... Enfin, je me demande s'il est à la BU de Picardie, justement, parce que je suis, depuis 4 ans, en train de le corriger. Mais je l'ai mis un peu de côté. J'ai besoin en fait de soutien moral et psychologique parce que c'est 200 pages et qu'en plus en le relisant je vois toutes les erreurs que j'ai faites. Enfin les erreurs, c'est plutôt au niveau de l'écriture, du trait, du style. J'ai envie de parce que en fait à la fin, il y a une partie qui a été écrite très très vite, bien sûr comme toujours quand on fait un mémoire et voilà. Mais j'ai eu le plaisir d'en parler à Joss. Et est-ce que tu as extrapolé sur Avengers parce que tout à l'heure aussi, oui, absolument. Mais parle d'Avengers un tout petit peu. Je veux juste dire que quand je l'ai dit à Joss, quand j'ai dit que le titre de mon mémoire, il a poussé un grand soupir, il a dit ah non, c'est pas encore un de ces trucs qui dit qu'elle parle comme lui. Comme Bush. Voilà, et ce à quoi j'ai pu dire non, je prouve que c'est pas vrai. Et là, il m'a regardé avec un grand sourire et j'étais là. Ça sert à quelque chose. Ma vie sert à quelque chose. Le mémoire sert à quelque chose, incroyable. Non, mais mon existence sert à quelque chose. Parce que j'ai permis de soulager Joss qui m'a, à la fin, en me disant au revoir, remercié pour mon paper. Un paper, c'est généralement 2 pages. J'avais envie de lire 200 pages, mais c'est pas grave. Je l'avais dans mon sac, j'ai pas osé lui montrer. Et t'as eu combien alors ce mémoire? 17. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Non, mais j'ai eu 17 à mon mémoire. J'ai eu 17 à mon mémoire et j'ai eu 16,15 de moyenne à mon année. Nous avons terminé la rubrique de l'invité. Passons immédiatement à la rubrique Si t'aimes Buffy. Ah, la rubrique que tout le monde aime. Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Alors, je profite. Profite Clément. Sur le chat, il y a Evil H113 qui dit quand même qu'on a un invité de ouf. C'est gentil. Nous confirmons. Alors, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Alors oui, rubrique où, pour ceux qui sont pas au courant, nous vous donnons des petits conseils, des petits coups de cœur en rapport avec Buffy, des choses. Alors ça peut être des produits, ça peut être des livres, des films, des séries, de jeux, des BD, des sites internet, tout ce qu'on veut. Quelque chose qui nous plaît. Et on se dit que ça peut plaire aux gens qui aiment Buffy. Donc je vais commencer et moi je vais vous parler de Soap. C'est une revue sur les séries qui se définit, alors comme c'est ce qui est marqué sur la couverture, le tout premier MOOC français célébrant la passion de la série télé. C'est complètement génial, je vous le dis déjà. C'est donc un livre, un petit livre qui sort tous les 3-4 mois à peu près, je sais pas. Ça sort en librairie ou ça s'achète sur leur site internet. Donc Soap, ça s'appelle. Moi, alors je vais prendre mon cas personnel. Moi, j'aime beaucoup les séries, mais ça me saoule de lire des trucs qui disent True Detective, c'est génial. Game of Thrones, c'est la meilleure série de la Terre, tout ça, et qui vont pas plus loin, quoi. Là, on a vraiment des articles qui vont très très loin.
et qui ne cherche pas à nous présenter les séries qu'on connaît déjà, mais qui analyse en profondeur. Par exemple, pour prendre le cas de Game of Thrones, on nous parle. Il y a un article. Ouais, vas-y. On nous parle, c'est un article passionnant. C'est le premier, je crois, de numéro 1, qui nous parle de révolutionnaires turcs qui s'identifient aux personnages de la série. Ils font des parallèles avec leur lutte à eux contre les puissants dans leur pays. Enfin, c'est phénoménal. Et voilà, tous les articles sont comme ça. Il y a dont notamment un article de Yael sur Xena. Alors voilà, parce que donc Yael, tu as écrit dans Soap. Ouais, j'ai écrit dans Soap, je vais écrire dans le 4 aussi. Alors, j'ai pas eu le temps d'écrire dans le 2 ni le 3, mais je vais écrire dans le 4 qui va sortir dans plusieurs mois. Mais c'est ça, c'est tous les 3-4 mois, c'est ça? Comme tout début, tout début de publication, pour l'instant, on n'est pas sur un calendrier figé parce que, enfin voilà, soit tu réponds à un calendrier figé et tu sens n'importe quoi, soit tu fais de la qualité, et dans ce cas-là, tu t'acceptes un petit retard. J'ai écrit sur Xena, effectivement, j'ai fait un truc où on. Un article qui s'appelle Kitsch et Culte, où je parle. T'es vraiment fan de Xena? Je connais très très bien le sujet. Et en fait, ça se voit dans l'article, c'est ça qui est bien avec ce bouquin. J'ai toujours dit, le jour où j'ai une université où je crée mon cursus universitaire sur apprendre les séries, il faut faire un semestre sur Xena. Un semestre entier sur Xena. Parce que c'est pas une question de l'avoir vu, c'est une question de savoir à quel point c'est précurseur. C'est impressionnant. Et notamment, c'est pas possible. Et puis, enfin, c'est pas que Sam Raimi, parce que ce qui est précurseur, ce qui est précurseur, c'est la transgression des personnages féminins aussi, et la transgression des codes. Et ça passe par les auteurs qui étaient tout seuls au milieu de la pampa et qui faisaient leur truc en Nouvelle-Zélande et qui, non mais soyons clairs, n'avaient pas de network, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de patron. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils vendaient nos petites chaînes locales aux États-Unis, donc ils s'en foutaient. Et il y a une transgression. Et donc effectivement, je vous invite à lire l'article. Et j'ai joué sur le fait que j'ai expliqué il y en a plein d'autres, mais 3 des aspects kitsch, voire kitschissimes de la série, expliquer pourquoi ils étaient kitsch et pourquoi c'était assumé et pourquoi c'était comme ça. Et ensuite 3 aspects cultes et subversifs et qui font des aussi. Ah non, ça c'est dans les côtés kitsch. Je crois que c'est dans le côté kitsch, mais c'est le plaisir kitsch de l'épisode musical. Après il y a des moments géniaux aussi, mais voilà, et j'ai essayé de montrer la part des choses. L'idée c'est que la première page kitsch devait montrer que je pouvais me moquer de la série et que la deuxième page donnait l'impression que j'étais une grande fan. Et alors, les deux sont vrais. Et alors c'est quoi la ligne éditoriale de Soap? Est-ce que j'ai résumé en disant que vous voulez aller plus loin que simplement pas une revue en fait. Enfin, c'est un MOOC. Déjà c'est un MOOC. MOOC c'est le magazine entre magazine et book. Donc déjà ça se vend en librairie. C'est une première chose. La deuxième chose c'est que pour la vraie ligne éditoriale, il faudrait demander à Léo So et Santo qui est à présent le rédac chef d'en parler plutôt que moi, mais c'est raconter des histoires sur les histoires. Donc c'est pas juste, c'est pas que les faits qui nous intéressent, c'est ce que les faits racontent. C'est du storytelling, c'est-à-dire que du coup, c'est toute la dimension presque littéraire des séries, mais pas d'un point de vue élitiste coincé. C'est plus de la fiction sur la fiction en fait, tout simplement. Et donc moi par exemple les 2 autres articles que j'ai écrits, il est cool la fiction que t'as faite sur sur les pilotes. Voilà, je me suis un peu amusée. C'est vraiment génial. Celui effectivement où je parle de la saison des pilotes et de ce que c'est que de faire un pilote aux États-Unis. Et effectivement la meilleure, en fait il y a des tonnes d'anecdotes qu'on peut trouver et que moi je connais sur la question, mais le meilleur moyen pour moi de faire passer toutes les émotions et de la galère que ça pouvait être, pour moi c'était de créer une fiction. Et donc j'ai raconté l'histoire d'Alice qui était pleine de promesses et qui essayait de monter sa série. Et ce qui est très drôle, c'est que le cas que je raconte, l'histoire même, c'est comme une série quand même. Et le truc c'est qu'Alice c'est le meilleur cas quoi. Enfin, clairement, c'est le happy end, quoi. L'histoire que je raconte, toutes les galères qu'elle traverse, et le truc que ce soit au moment du casting ou du machin. En plus de cet article, il y a l'agenda et des statistiques, et il n'y a pas beaucoup de séries. Oui, j'ai mis des chiffres et des. Mais ça, c'est du coup un contenu journalistique qui est. Absolument. Et voilà, ça s'appelle Il était une fois un pilote. Ouais. Absolument. Et j'avais oublié, le graphiste a fait un joli château de la Bois dormant dessus. Il faut le noter, il y a un graphisme très très cool aussi dans ce MOOC. Enfin, chaque article est illustré de manière différente. C'est vraiment. Le graphiste est très talentueux et se donne un vrai plaisir. Non, c'est très très cool à lire. Les MOOC, c'est apparu dans le jeu vidéo, je crois, au départ. Mais d'ailleurs, c'est des gens qui viennent du jeu vidéo. Ouais, non, mais il y a des mecs qui ont développé ça pour être
pour concurrencer les sites internet, et D'accord. s'éloigner d'une revue, parce que internet ça a tué les magazines de jeux vidéo qui étaient cultes dans les années Et alors, 90. dernière chose à préciser, Ils ont créé les MOOC je parle de Soap, non pas parce que tu es là, mais parce que j'avais prévu d'en parler. non, Non, c'est le hasard. C'est très important de le préciser. Et ensuite, tu as découvert que j'avais écrit dedans. Exactement, ça s'est fait dans un sens godon. On t'a lu sans savoir que J'ai découvert ce truc parce que je m'intéresse aux séries, donc j'ai acheté ce truc tout de suite, je l'ai lu, je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est après avoir fait ta connaissance et après qu'on ait dit bah tiens tu viendras dans l'émission que j'ai découvert que tu avais écrit dedans. Donc voilà, à replacer. Enfin ça c'est important de le préciser, je pense que c'est alors, vraiment. Je précise aussi, vous les trouvez en librairie, mais sinon je suis sur internet, vous pouvez vous renseigner. Le numéro 2 est sur The Walking Dead et il y a tout un tas de choses sur les zombies, mais il y a plein d'autres trucs. Et le numéro 3, c'est peut-être un spoiler, donc ne répétez pas aux gens de Soap que je sais que c'est ça, mais la thématique, attention, c'est les super-héros. C'est pas du tout à la mode. Et du coup, moi j'ai pas pu y participer pour des raisons de timing. Et puis il y avait plein de gens très très brillants qui avaient proposé. Tu connais rien en super-héros, je voilà, crois. c'est ça. Non mais voilà, il y avait plein de choses. Mais c'est pas une série. Je me suis enflammé. Mais maintenant, non mais en toute honnêteté, il y a plein de gens très très passionnés qui avaient déjà proposé d'écrire dessus. Moi j'ai participé au numéro d'après. J'ai participé au numéro d'après qui a une thématique qui m'intéresse aussi énormément, mais en même temps. Moi, par contre, effectivement, les zombies, c'était pas trop mon délire. J'ai peur des zombies. Le Walking Dead, c'est pas super. Oui, mais pareil, mais justement, le Walking Dead, parce que j'ai commencé à lire le 2, et Walking Dead n'est qu'une porte d'entrée, après il te parle de plein d'autres choses. Dans le premier, moi, je suis pas très fan de Big Bang Theory. Il y a un article dans Big Bang Theory sur le premier qui est absolument génial. Et c'est passionnant. Ça donne envie d'aimer la série, de s'intéresser de plus près, alors que je déteste. Moi, j'adore la série. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres. Alors, moi, j'ai un autre truc. Moi, j'ai une recommandation du coup. Yael, ton système Buffy, tu vas aimer ça. Ah oui. Le coton. Regardez iZombie. Est-ce que vous regardez iZombie? C'est la série de CW, c'est ça? C'est adapté d'un comics, je crois. Alors c'est surtout, c'est adapté d'un comics, c'est surtout la série dont les showrunners sont Rob Thomas et Diane Ruggiero, qui sont les deux de Veronica Mars. Et en gros, c'est clair, c'est drôle parce qu'à l'époque, Veronica Mars c'était le Buffy version réelle, et là maintenant, il a carrément zappé le côté réel, et il fait. On en parlait avec quelqu'un récemment qui me disait ouais c'est bien, Rob Thomas il a juste décidé je vais arrêter de me filer, je vais faire exactement pareil que Veronica Mars, sauf que ce sera un zombie. Il y a Joss Whedon qui joue dans Veronica Mars. Il y a un épisode dans où l'épisode il apparaît... 6 de la saison 2. Non mais j'étais assez accro à Veronica Mars. Mais parce que tout le monde était accro à Veronica Mars. Non parce que l'anecdote de Veronica Mars, c'est que pendant toute la première saison, tout le monde a dit c'est le nouveau Buffy. Et version policier, non mais ils disaient The New Buffy, en tout cas c'était ce qu'on disait, parce que c'est du noir, et que en fait aux États-Unis on a toujours appelé Buffy un teen noir. Donc comme le principe du film noir. C'est un truc qui a été toujours dit, alors que c'est plus compliqué pour nous de reconnaître ces codes-là, mais c'est une évidence. Dans Veronica Mars, qui était le côté des personnages récurrents aussi, l'univers qu'il y avait autour de la ville. Mais c'est aussi le côté noir. Comparationnité. Ouais, je comprends. C'est-à-dire le côté enquête, parce que Buffy c'est aussi un système d'enquête, c'est une détective. C'est complètement. Mais au lycée. Mais surtout, je ne peux faire confiance à personne. Les apparences ne sont pas ce qu'elles sont. Je vis dans un monde. Mes amis qui ont raison. Je vis dans un monde complexe, moralement complexe. Je ne veux pas. Généralement, en plus, je veux coucher avec la mauvaise personne. Ça, c'est aussi un truc récurrent. C'est vrai, elle est amoureuse des mauvais garçons. Voilà. Et donc, le truc. Et la blague, c'est que sur Whedon-esque. Oui, c'est ça, Whedon-esque. L'été 2005, donc entre la première et la deuxième émission de Veronica Mars, Joss Whedon a écrit une lettre d'amour avec Veronica Mars en disant ça fait 8 mois qu'on m'en parle. Là, on vient de me filer les épisodes. J'ai regardé l'intégrale de la série. Et c'est tellement génial, je n'arrive pas à croire à quel point c'est génial, j'adore. Et c'est pour ça qu'il a joué dans un épisode. Ah, d'accord. Parce que Rob Thomas a d'abord dit, je l'ai envoyé à ma maman. J'ai vu le film Veronica Mars. J'ai envoyé le message, la page internet à mes parents. J'étais un peu déçu. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes Buffy, tu vas aimer ça? Oui. Ah, ok, bon, Attends, moi je joue. Oui, mais c'est pas là. Ah, mais pardon. Non, Clément, tu me perturbes. Non, j'ai pas de système Buffy, tu vas aimer ça, mis à part. Alors ferme-la. Si, mais c'est une introduction, Sartman, c'est une façon de présenter les choses. Il est pas drôle. Juste Eric Balfour, incroyable personnage. Que tout le monde connaît. Acteur qui joue dans qui joue dans Six Feet Under très bien. Non, qui joue dans plein de séries où il se fait tuer au bout de 3 épisodes. Et jusqu'à Haven, toutes les séries où il se fait pas tuer ne disparaissaient de la circulation. Ouais, c'est pas de chance. Ça s'appelait il sera à la Comic Con en octobre. Donc Jessie du premier épisode de Buffy. Ouais. Et Nicholas Brandon sera au Toulouse Game Show en novembre. TGS. Donc, si vous voulez voir Nick Brandon. Xander, quoi.
Non, voilà, moi j'ai pas de système. C'était les annonces convention de Riley. Merci convention. Très bien. Clément. Ouais, alors moi j'en ai un mais qui a pas trop de rapport avec Buffy. Ah, alors c'est peut-être c'est pas trop la rubrique alors. Oui, on va peut-être la garder du coup pour. C'est la nouvelle rubrique n'importe quoi. Vas-y. Alors, on a créé une rubrique. Super transition, Clément. On va passer à ta rubrique. C'est la rubrique. Si t'aimes Buffy, c'est pas sûr que tu vas aimer ça parce qu'il y a pas trop de rapport, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Hey Scotty, you find anything? Scotty! Scotty! You bastards! Why are you torturing me like this? That is the stupidest thing I ever heard of. Alors donc je vais parler d'une série qui s'appelle Death Valley. Donc c'est une série MTV. Je crois, ouais. C'est une série sur les zombies qui reprend en fait le principe de Cops, c'est-à-dire une caméra, une équipe de tournage qui accompagne des policiers en intervention. Et en fait, c'est des policiers qui interviennent sur les activités de zombies, loups-garous à Los Angeles. Ah oui. C'est normal. Ça fait peur? Non, ça fait rire. Non, c'est complètement humoristique. Parce que moi, les zombies, ça me fait flipper grave, quoi. À part les zombies. Ils sont marrants. Et alors, je trouve que c'est la meilleure explication, selon moi, qui explique pourquoi la différence entre les zombies qui marchent et les zombies qui courent. Ouais, il donne une explication. Alors, c'est quoi? En fait, les gens qui viennent de mourir, qui viennent se faire mordre par un zombie, ils sont frais, ils ont encore des muscles, des articulations, donc ils peuvent courir. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils se dépérissent, qu'ils se décomposent, ils peuvent plus courir, donc c'est pour ça qu'ils marchent. J'ai une théorie similaire avec les vampires dans Buffy. C'est-à-dire pourquoi ils volent pas? Enfin, pas dans le même sens exactement, mais le fait que vous avez remarqué quand c'est un personnage pas important, vous lui mettez un tout petit rayon de soleil, il prend feu. Et Spike, il faut 5 minutes au soleil pour commencer à fumer. Et ben alors, ma théorie, qui n'a pas plus de sens que c'est ma théorie et c'est ma façon de voir le truc, c'est plus t'es vieux, plus t'es fort et plus t'es résistant. Et que donc les petits vampires de merde, c'est ceux qui sont tout récents et donc du coup ils se font cramer immédiatement, ils ont une résistance. Et que nos personnages qu'on aime bien, qui sont plus vieux et plus forts et plus puissants, et ben eux ils restent plus longtemps. Non, je trouve que ça fonctionne bien. En tout cas, par contre, ce qui fonctionne pas, c'est combien de temps faut-il pour faire un vampire? Parce que ça, c'est bien, d'un épisode à l'autre, c'est 1 heure ou c'est 5 jours. C'est jamais la même chose. Enfin, c'est incohérent. Si dans True Blood, c'est assez cohérent. Ah ouais? Ça a d'autres défauts, mais. Est-ce que je peux finir mon site? Non, ça manque des villes d'aide, ta rubrique. Il y a des zombies quand même, donc. Bon, c'est bon, alors vas-y. Donc, c'est une série créée par Eric Wingber, qui est notamment un producteur de la série Scrubs. Un côté assez décalé. De Curtis Gwynn, désolé pour mon anglais, et Michael Cumming, qui n'est d'autre que le frère de Rob Zombie. Très bon, Rob Zombie. On aime beaucoup. Voilà. Il y a notamment dedans Tanya Raymond, qui a joué dans la série Malcolm et Lost. Cathy Marie Lotz, qui joue Sarah / Black Canary dans Arrow. Ah oui. Oui, j'aime beaucoup moi. Et alors, du coup, il y a une dernière. Oui. Ou Black Canary. Les deux. Tu joues pas White Canary dans la prochaine série là? Pas de spoiler. Bah si, logiquement, elle est dans la nouvelle série. Mais spoilez pas. Mais ça n'a rien à voir avec un spoiler, c'est une nouvelle série. Il y a des bonnes annonces, on a vu White Canary. Legends, machin. Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow. Pas Tomorrow Legends? Non, c'est People of Legends ou Heroes of Legends. Legends of Heroes. Peut-être nouvelle série de la CW. On peut parler de choses dont on est au courant en fait. Mais alors attends, ça valait bien qu'on n'était pas trop taqués là-dessus. Et alors il y a un dernier acteur qui a une filmographie assez géniale. Sur tir à l'arc éventuellement, Clément, tu m'as l'air bien chaud. Tu m'as l'air bien chaud sur le tir à l'arc, hein? Ah ben Arrow, c'est génial. Vas-y. Et il y a un acteur qui c'était une convention Arrow en fait, c'était pas du tout une compète. C'était une convention, c'était pas une compète, donc t'étais ce week-end. Ça ne regarde pas, c'est ma vie privée, ce que je fais en dehors du podcast. Donc il y a un acteur qui s'appelle Texas Battle, bon déjà il a un nom. Il est pas mal. Et il a joué dans Amour, Gloire et Beauté. Ah oui. Et Dragon Ball Evolution. Ouais, parfait. Comme Jess Master, Master, c'est Dragon Ball Evolution. C'est vrai, oui. La question c'est joue qui dans Amour, Gloire et Beauté? Ça aurait pu être dans la rubrique Système Buffy. Et c'est assez méta parce que le fait qu'il y ait une équipe de tournage qui suit les. Oui, voilà, c'est ça. Ça prend vraiment un sens dans le scénario. Donc voilà, donc c'est du en mode fan footage, en mode documentaire, Cops, The Office, tout ça. Et donc c'est dans un monde où les gens vivraient avec des vampires, avec des zombies, tout ça. On aurait conscience en fait. Ouais, il y a des allégories assez cool, par exemple, notamment il y a les soirs de pleine lune, en fait, ils vont carrément
inspecter tous les loups-garous déclarés pour voir s'ils sont bien restés chez eux. Oui, c'est drôle ça. Voilà, donc et c'est une comédie, c'est ça que c'est une comédie assez décalée. C'est un 20 minutes ou c'est un... C'est un 20 minutes. C'est un 20 minutes, ouais. C'est MTV, donc c'est très un peu... Ouais, c'est du MTV. Ils prennent pas de gants, quoi. C'est très... C'est drôle, mais voilà. Ok, Death Valley. Je savais pas que tu regardais MTV, Clément. Hein. Ouais, bah... C'est pas tout sur moi, hein. J'ai découvert plein de trucs. Ça, elle tire à l'arc. C'est fou, ils avaient pas parlé de tir à l'arc. Riley, si t'aimes Buffy, c'est pas sûr que t'aimes ça parce que ça n'a pas de rapport, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Alors oui, je voulais vous parler d'un podcast incroyable, parce qu'on aime bien les podcasts ici. L'improbable podcast, c'est très drôle, ça ne parle de rien. Ah, très bien. D'accord. Comme Seinfeld à la grande époque Effectivement, des comiques. c'est comme ça fait. Ils font des news improbables, une fiction audio, des dossiers débiles. Ils font des jeux de mots foireux tout le temps. C'est très très marrant. Ils sont 4. Et alors il y a tout. Par exemple, il y a un épisode où ils font croire qu'il y a un des mecs du podcast qui est là, mais il est remplacé par quelqu'un d'autre. Quoi. C'est drôle ça. C'est une super idée. Non, c'est une super idée. Moi je pense que peut-être on devrait le faire. On devrait absolument faire ça. Parce qu'il y a un des podcasteurs habituels qui est absent et il le remplace par quelqu'un et ils font semblant pendant tout le podcast que c'est la même personne. Quoi. Et personne le grille. Et bah tout. Parce qu'ils ont un chat ou pas Ils ont un chat, mais il y a des gens qui se posent pas la question sur le chat. Et sur le chat, personne ne grille le truc. Personne n'a grillé le. C'est pas des vrais fans alors. C'est bizarre. Je pense que c'est pas des vrais fans. Ou alors peut-être que celui qui a joué le rôle du chroniqueur l'a super bien tellement joué. bien. Il faudrait qu'il soit vraiment balèze. Je pense que c'est un mec balèze. Mais moi ça me plaît bien cette idée, peut-être on pourrait le faire. On pourrait absolument faire ça, comme dans l'improbable podcast, on peut le dire, on a carrément honteusement copié ce Eh ben on l'a fait en fait. On l'a fait. On l'a fait. Clément, parce que Clément, twist de fin d'épisode, tu n'étais pas Clément. Scooby-Doo. Et non, c'était Gabriel qui est... Doubleur officiel de Clément. Et voilà, le doublé. Gabriel, t'étais venu en invité déjà. Au podcast, quand j'ai déjà oublié. Attends, je comprends. C'était pas Clément qui me parlait là depuis 2 heures de Evil Dead. Non, c'était Gabriel. Putain, mais tu l'imites tellement bien. Merci. C'était hyper crédible. Bravo à toi, Gabriel. Gabriel de Buffy avant tout, quoi. Eh bien sûr. Et tireur à l'arc. Accessoirement. Quand je regarde pas Buffy, je tire à l'arc. Du coup, t'as pas fait des vrais gros bisous. Tu peux faire. Peut-être t'avais pas des gros bisous à nous faire. Si, mais alors du coup, je vais vous faire un gros bisou à vous les gars. Parce que grâce à votre invitation au podcast, j'ai réussi à convaincre ma fiancée de regarder Buffy, et ça pour moi c'est assez cool. Donc c'est sacerdoce. C'est un peu notre sacerdoce. Pardon, Gabriel. C'est important ça dans la vie. Non mais je veux dire, dans la vie amoureuse c'est important de pouvoir partager Buffy. Il faut, oui. D'accord. C'est obligatoire. Des fois c'est dur mais il faut lutter, faut continuer. Aurélien qui dit c'est pour ça que c'était mieux. C'est parfait Aurélien, tu as tout compris, ce sera répété. Je me disais, mais il a vachement une voix grave. Hein. C'est vrai que d'habitude de Clément. Est-ce qu'on a fait le tour des systèmes Buffy, des gens qui font semblant d'être d'autres gens, des choses comme ça? On a fait le tour? Bah oui, il me semble qu'il n'y a plus rien écrit là. On a parlé d'Evil Dead, oui. On a parlé d'Evil Dead. Il est très tard. Est-ce qu'on n'a pas fait de sondage, Riley? Ah merde, ah oui, on a oublié de faire un sondage. Salut Sartouman. Oui, non mais fais ton sondage. On a fini, on a bientôt fini. Nous sommes en live. Sartouman nous a fait signe de sortir. Oui, non, on n'a pas fait de sondage, mais tu devais pas l'annoncer comme ça, on était censé répéter. Bon, c'est pas grave. Non, on peut le refaire, ça sera je veux pas dire ça part en vrille ce podcast. C'est quand même trop tard. Mais non, c'est clair, non, on a tout vu. On a 3 heures. On a tout vu. Sur live, si t'es au courant. Ouais, ok. On a fini, Riley. Mais je voulais faire un petit sondage. Vous avez pas remarqué que d'habitude je fais des sondages? Ah non, mais on s'en branle les sondages, ça sert à rien. Ok, c'est tout ça pour ça, d'accord. Non, alors juste, on sait jamais. Un petit sondage improvisé? J'improvise un petit sondage. Allez. Sur le. Est-ce que vous avez vu une news sur le reboot de Buffy? Mais oui. Parce qu'ils ont fait ils vont recommencer X-Files, Prison Break. C'est une suite. Non, c'est la suite. Mais Prison Break aussi, c'est la suite. Oui. Fallait parler d'un reboot, d'un film. Ouais, ils savent pas trop. Est-ce que vous êtes pour ou contre une suite à Buffy comme ça? C'est une vraie question? Une suite ou un reboot? C'est une vraie question. C'est un sondage improvisé. Est-ce qu'on peut répondre autre chose que non? Qui veut répondre en premier? Non, ce sera dans les commentaires. Il faudra que tu prennes ton clavier et que tu répondes dans les commentaires. Donc c'est une vraie question. Non, mais tu m'as regardé fixement. J'ai cru que tu donner la réponse. Ton avis quand même. C'est une erreur. Non, au-delà d'une erreur, la suite elle existe, c'est les comics. Mais non, alors oui, au-delà des comics, parce que X-Files saison 10 en comics ça existe aussi. J'ai eu cette conversation. Ils vont peut-être s'asseoir dessus. Quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire un film avec le concept sans Whedon il y a quelques années, parce que ceux qui avaient les droits du film, qui en plus quand même sont responsables du premier film. Donc bonjour
bonjour. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais en même temps, ce serait cool, non? Tu t'en fous que ce soit Whedon ou pas? Et je disais, non, mais le principe, c'est le concept de Vampire Slayer de Buffy sans Whedon. Bah, c'est plus Buffy, quoi. Tout le principe de Buffy, c'est que c'est une métaphore de découvrir l'âge adulte, de grandir, de la transgression. Et bah, c'est pas comme si tout le monde. Après, s'ils ont l'intention de faire un truc similaire, pourquoi pas? Mais ça une autre version peut-être. Non, mais quelque chose avec le même. Tu vois, c'est pareil quand ils font des trucs de comics. Des fois ils restent fidèles à la thématique. Au personnage. Mais c'est peu probable qu'ils le fassent. De toute façon, ça va jamais marcher. Mais ça va pas se faire de toute façon. Enfin, c'est sûr. Il y a quand même une grosse rumeur là. Vin Diesel dans le rôle de Xander. Bon bah, je change mon avis. Alors j'ai hâte que ce film arrive. Le réalisateur de Transformers comme showrunner. Michael Bay en showrunner, ça me paraît évident. Rappelle-nous ton sondage, donc c'est c'est pour ou contre le reboot. Pour ou contre une nouvelle version de Buffy. Tu nous feras bien évidemment un article, mon petit Riley, oui, que bien sûr, nous publierons. Sartman. Alors, on va vous laisser parce qu'il est quand même extrêmement tard. On a fait très long. On a été monstrueusement long. Quand je vais devoir couper tout ça, ça va être horrible. Coupe toutes les interventions de Clément peut-être. Voilà. Qui était pas là. C'est vrai qu'il a tellement parlé. En fait, je pense que ce serait plus efficace de couper les miennes, mais c'est un peu plus long. Tu seras coupé quand même. On sera tous un peu coupés. Sauf moi, bien évidemment, c'est moi le chef, donc. C'est deux chefs, c'est normal. Donc si on pensait nous mettre 5 étoiles, c'est important parce que 5 étoiles, ça nous fait monter dans les classements. Et surtout sur iTunes. Oui, tout à fait. C'est 5 étoiles sur iTunes. Si vous envoyez un message sur Facebook avec 5 étoiles, ça nous fait une belle jambe. Enfin, ça leur fait une belle jambe. Mais c'est sympa quand même. Je l'Instagrammerai quand même, avec plaisir. Merci beaucoup à tous nos invités, à Yael. En fait 2 invités ce soir. À Gabriel / Clément Gabriel. Merci Gabriel. Merci Yael. Merci Riley d'avoir été là. Merci Riley. Mais toi tu es là. Toi tu ne me lâches pas. Tout le temps là, mais non. Merci de m'avoir laissé parler de plein de trucs et surtout de Buffy et de Spike. Mais c'était un plaisir. Mais il y a plein de choses intéressantes et tu reviendras nous dire plein d'autres choses intéressantes parce que je suis sûr qu'on n'a pas fait le tour. On prépare un spécial Xena et tu viendras. On t'invite. Je veux reparler de Buffy et de Spike. Ah oui, bon, ok. Je vous rappelle abonnez-vous à notre Twitter aussi. Je vous rappelle qu'à 1000 followers, notre Twitter, à 1000 followers, Clément fait tourner des photos de sa sextape. Hein, Clément Gabriel. Non, avec un arc. Voilà. Clément déguisé en haro. Allez, c'est fini. On vous fait des gros bisous. La bonne nuit et à très bientôt. Merci à Outchat d'avoir été là. Bravo le chat, bravo les gars. D'avoir tenu aussi et longtemps. les filles. Tchuss, le bisou. Ciao. Bisous.